Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui parle du meilleur des comics ou pas. Vous commencez à connaître le principe, en tous les cas, j'espère, puisque si vous ne le connaissez pas, eh bien vous avez 10 épisodes à rattraper juste avant. On a parlé de plein de comics, on a parlé de Invincible, on a parlé de Civil War, de Fab, de Sculpt, de Kill or Be Killed, bref, plein de comics à chaque fois que l'on aborde, que l'on analyse en détail pour savoir eh bien, si ce comics vaut le coup d'être considéré comme un indispensable, parce qu'on choisit des comics qui sont considérés comme indispensables aux yeux de la communauté comics. Je suis Comics Grincheux, vous me connaissez, je suis chroniqueur sur lescomics.fr, je suis rédacteur en chef de lescomics.fr, et ce soir, nous allons parler de Wolverine and the X-Men, une série de Jason Aaron avec en dessinateurs principaux Chris Bachalo et Nick Bradshaw, plein d'autres évidemment, mais on va rester sur ces deux noms-là puisque ce sont les principaux. À mes côtés ce soir, pour parler de la série, alors j'ai l'honneur d'avoir 3 membres éminents de lescomics.fr. J'ai tout d'abord à mes côtés SN Parod. Salut SN, comment tu vas ? Yellow, ça va très très bien. Et toi ? Ça va très très bien, merci. Nickel. Merci de demander. Je suis en plein confinement, donc ça va, je suis tranquille. Je lis des comics à la maison. Je suis peinard. Il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont de la chance, tout à fait. Je mesure ma chance chaque jour, pendant que ma copine bosse. Et j'ai aussi à mes côtés Fred de la chaîne YouTube Show. Salut Fred, comment tu vas ? Bonsoir. Eh bien, écoutez, ça va plutôt pas mal, ma foi. Eh ben, très très bien, c'est cool. Et enfin, à mes côtés, j'ai un autre chroniqueur, donc la partie écrite cette fois de lescomics.fr, c'est ce bon vieux Ch'ti. Comment tu vas, Ch'ti ? Salut, ça va. Ça va. Eh bien écoutez messieurs, ravi de vous savoir en forme, donc j'espère que vous êtes prêts à parler de Wolverine and the X-Men, mais avant qu'on aborde ça un peu plus en détail, on va faire comme à chaque fois une présentation du comics, donc tout d'abord le résumé. De quoi est-ce que ça parle Wolverine and the X-Men ? Et c'est SN Parod qui va s'y coller. Oh là là, quelle surprise. Alors, Wolverine and the X-Men, eh bien, c'est une petite série qui va commencer en fait tout simplement fin 2011 et qui fait suite en fait au crossover annuel de ce moment-là en fait, où en fait il y a eu un gros schisme entre les X-Men. D'un côté, on a Scott Summers, donc qui part un peu commencer son trip un peu beaucoup mégalo quand même. Et de l'autre côté, Wolverine qui vient donc de quitter l'île d'Utopia avec donc une partie des X-Men et une partie des étudiants. Et ils sont retournés donc là où tout a commencé, on va dire à Westchester, donc l'ancienne école Xavier, et ils décident de fonder tout simplement une nouvelle école, la Jean Grey School for Higher Learning. Et donc du coup justement, on va se concentrer un peu sur cette idée-là de voir Wolverine en directeur d'école et surtout comment va fonctionner cette école et un peu la vie de tout ce petit monde, que ce soit les professeurs ou bien les étudiants. Et très très vite, on va dire qu'il va y avoir plein de choses qui vont se mélanger parce que c'est les X-Men, c'est un peu brouillon, mais j'aime bien. Merci pour ce résumé, je pense que tu as parfaitement cerné de quoi parlait la série Wolverine and the X-Men. Donc, série scénarisée par Jason Aaron. Alors, Jason Aaron, on a déjà parlé dans l'émission, parce qu'on a parlé de Sculpt, un de ses premiers comics, une série qu'il avait publiée donc, chez Vertigo, qu'il faisait avec R.M. Guerra, un polar noir qui se passait dans une réserve amérindienne. Je vous renvoie vers l'épisode qui y était consacré, si vous voulez plus de détails. Et donc, voilà, Jason Aaron, c'est un auteur qui est plus habitué à des récits violents. Donc, c'est vrai que le voir sur un récit un peu plus lumineux, on va dire. En tous les cas, un récit d'équipe comme les X-Men, c'est un peu étonnant. Mais c'est assez rigolo, puisque comme tu le disais en off, SN, Jason Aaron a commencé en fait sa carrière dans le comics en envoyant une histoire courte sur Wolverine à Marvel. C'est un peu comme ça qu'il a commencé. Donc c'est rigolo de le voir revenir là-dessus, sachant qu'avant Wolverine and the X-Men, il a aussi bossé pendant quelques temps sur la série principale Wolverine, où il a fait un gros travail pendant plusieurs numéros. C'est ça, il a même fait Wolverine et Wolverine and the X-Men à peu près en même temps pendant un petit moment. Et donc Jason Aaron, là, sur la série, il est accompagné, donc, comme je le disais en préambule, par 2 dessinateurs.
Tout d'abord, Chris Bacalo. Alors, c'est toi, Fred, qui va nous présenter un peu Chris Bacalo, histoire qu'on sache qui c'est ce monsieur. Oui, Chris Bacalo, donc c'est un dessinateur un petit peu atypique, qui s'est fait connaître en premier lieu sur Death, donc pour DC Vertigo. Et voilà, effectivement, son style assez sombre collait parfaitement à l'ambiance de cette série de Neil Gaiman. Et puis bon, il est parti sur des choses un petit peu plus mainstream avec chez Marvel Génération X et puis une partie de la série L'Âge de l'Apocalypse. Et puis voilà, on le retrouve ici. Son style a, j'ai envie de dire, très peu évolué. On le reconnaît très facilement. Donc voilà, c'est un style qui est assez agréable, bien qu'il soit pas foncièrement réaliste. Et juste des fois, j'ai un petit peu de mal parce que sur certaines scènes, on sent vraiment qu'il privilégie le côté graphique à l'explication de ce qui se passe dans la scène. Et des fois, j'ai un petit peu de mal à suivre ce qui se passe. Mais à part ça, c'est plutôt, j'ai envie de dire, quelqu'un que j'apprécie en tant que dessinateur. Hein. Je le connais pas personnellement, j'ai pas son numéro ni rien. Ah bon, tu l'appelles pas des fois? Ah non. Je l'appelle, mais dans l'air comme ça, il répond pas. Hein. Oh putain, ces artistes vraiment des égos surdimensionnés, inaccessibles. Eh bien merci Fred. Donc ouais, Chris Bacalo, c'est vrai que c'est le genre d'artiste on le reconnaît assez facilement, on reconnaît direct quand c'est lui qui dessine quelque chose. Il a un style vraiment très reconnaissable. On va en parler juste après. C'est ça, il est arrivé très vite sur un style un peu cartoony en fait. Ouais, c'est ça, cartoony, très carré. Il y a une grosse place du travail des ombres dans son travail. Ouais. Donc c'est pas non plus du cartoon. Oui, c'est pas du McGuinness. Ouais, oui, heureusement. On va pas parler de McGuinness tout de suite. Je n'aime pas Ed McGuinness du tout. Donc Chris Bacalo, je le disais, c'est un des artistes principaux sur la série, mais il est aussi accompagné par Nick Bradshaw, SN. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de Nick Bradshaw? Tout à fait, comme Bacalo, c'est aussi un Canadien. Alors, on vient chercher des Canadiens pour dessiner du Wolverine. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Tabernacle. Voilà. Donc Nick Bradshaw, il a commencé un petit peu en faisant donc du Army of Darkness, on va dire vers 2006, et il s'est un peu retrouvé donc chez DC et Wildstorm en fait. Et donc il s'est retrouvé depuis un peu à bosser pour les deux grands Big Two, donc à aller un coup chez DC, un coup chez Marvel. On a pu le voir tout récemment donc sur les 4 Fantastiques. Et puis voilà, son style est pareil aussi. Il a un petit côté cartoony aussi. Et du coup, c'est vrai que leurs styles sont assez différents, mais il y a quand même une cohérence sur le côté cartoony. Quand même. Bradshaw est beaucoup plus sur la ligne claire. Après, c'est ça, tendance à exploser un petit peu les carcans de la morphologie. Les biceps se font à peu près la taille de la taille du tour de taille des persos. Mais c'est les personnages qui ont beaucoup influencé Bradshaw. Tu peux retrouver Arthur Adams ou justement McGuinness, Ed McGuinness. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble beaucoup à du Ed McGuinness, mais je préfère Nick Bradshaw à Ed McGuinness. Bref. Les goûts et les couleurs. C'est ça, les goûts et les couleurs, exactement. Et ben justement, puisqu'on parle de tous ces artistes, je vais vous demander un peu vos différents avis sur Jason Aaron, sur Bacalo, sur Bradshaw. On va commencer par Ch'ti, puisqu'on ne l'entend plus, notre cher Ch'ti. Alors, mon avis sur la série, c'est une série que j'aime assez, même si des fois on en reparlera, mais c'est pas évident. Pas évident à suivre, notamment. Non, mais j'aime pas mal le côté intimiste en fait qu'elle va apporter à un peu tous ses protagonistes, parce que mine de rien que dans le titre, on s'attend déjà à ce que ce soit une grande chorale, quoi, Wolverine and the X-Men. D'ailleurs, c'est le côté assez cool, quoi. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, et pas seulement pas seulement du Wolverine, mais ça aide aussi à approfondir le personnage, et c'est assez cool. Graphiquement, dans sa globalité, c'est assez bon. Il va y avoir quelques passages où on aura d'autres dessinateurs en backup, et ça va se sentir un peu sur la série. Moi, il y a un autre dessinateur que j'ai bien aimé dessus, et il fait au moins un arc complet.
c'est Ramon Perez. Et là aussi, c'est encore un Canadien. Voilà. Je le savais. Et du coup, enfin voilà, Jason Aaron c'est assez bien entouré pour illustrer son œuvre. Et ouais, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Ok. Et du coup, Jason Aaron, tout ça, enfin, Bacalo, Bradshaw, tu les connaissais déjà avant? T'avais déjà lu des trucs sur eux? J'ai Enfin, lu quelques trucs, quoi, mais je suis pas genre à trop m'attarder sur tout ça. Mais après, enfin, Bacalo, en gros, de toute façon, si tu restes dans les X-Men, enfin, genre, tu le croises un peu partout parce que, enfin, pour moi, c'est presque. Pendant une époque, enfin, c'était l'artiste sur les X-Men et ouais, j'ai des titres que j'ai pris principalement parce qu'il y avait Bacalo qui était dessus, quoi. Donc, et ça a aidé pas mal à suivre. Enfin, voilà, toute la série, toutes les séries qui sont arrivées après, notamment enfin, la période All New. Alors je sais plus si on était déjà en All New, All Different ou je sais plus quoi. Enfin, c'était sur Uncanny X-Men ouais, sur Uncanny X-Men pendant Marvel Now. et voilà, ça a aidé à faire passer le titre qui avait quelques bas quand même, quoi. Ok. Et Nick Bradshaw, après, enfin, je saurais même pas dire où si je l'ai croisé ailleurs. Je l'ai sans doute croisé ailleurs, mais ça m'a pas marqué. Mais ouais, le trait de Chris Bacalo, par contre, voilà, enfin, voilà, tu le distingues tout de suite. Ouais, bah oui, clairement, oui, c'est ce qu'on disait. Et toi, SN, du coup, les trois, là, c'est des personnes que t'aimes bien suivre? Alors oui, même si, bon, bah, pour le coup, pour Jason Aaron, pour moi, c'était un peu le début, puisque je lisais Wolverine on the X-Men au moment où ça sortait. Donc ouais, voilà, Aaron commençait un petit peu, et bah, c'est un artiste que j'aime toujours suivre actuellement. Même si ses Avengers actuellement sont pas ses meilleurs trucs, mais voilà, je sais qu'il est capable de faire d'excellentes choses. Bacalo, forcément, c'est un dessinateur qui a ses détracteurs. Moi, je l'aime bien. J'aime bien ce qui est cartoony, en fait. En fait, j'aime bien quand un artiste a un style un peu à lui, donc forcément, voilà. Et donc oui, Bacalo, il a une très très longue histoire avec les X-Men, que ce soit donc Génération X, comme parlait Fred, mais voilà, tout ce qui est Uncanny X-Men, enfin, il a fait énormément de choses. Et, forcément, les deux marchent beaucoup. Et Nick Bradshaw, pour le coup, j'en avais pas trop lu à l'époque, en fait. Pour le coup, il commençait vraiment, et bah, c'est un peu là que je l'ai découvert. C'est un artiste sympathique, mais qui me semble plus passe-partout que, on va dire, Bacalo, justement. Voilà. Ok, merci. Et du coup, toi, Fred, tu disais que t'aimais bien Bacalo. Oui, voilà, j'ai un peu dit ce que j'en pensais. Donc Bacalo, pour moi, c'est du bon, même si parfois en lisibilité, il y a quelques petits soucis. Bradshaw, ben, pour le coup, c'est très lisible, mais bon, graphiquement, c'est pas la folie furieuse. Voilà. Et Aaron, ben, à part le reboot de Thor en version féminine, qu'est-ce que j'ai pu lire, bon, qui était très cool, hein. Sur Hulk. Plus que très cool. Original Sin. Voilà. Oh non, c'est plutôt du bon boulot, j'ai plutôt apprécié. Ouais. C'est excellent. Ouais, son travail sur Thor est très 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 beau, en effet. Ah ouais. C'est vrai que moi, j'ai un peu le même avis que vous. C'est vrai que Chris Bacalo, j'ai du mal à le suivre parce que c'est vrai que ça manque de lisibilité parfois et du coup ça peut me bloquer. Je l'aimais bien avant par contre sur ce qu'il faisait, typiquement sur Generation X ou les titres qu'il a fait pendant Age of Apocalypse. J'aimais vraiment bien à ce moment-là, je trouvais ça encore très lisible. Et puis ça avait vraiment une belle gueule au milieu de Age of Apocalypse qui était vraiment très musculeux et beaucoup trop pour moi. Ça rafraîchissait un peu, c'était très agréable à lire. Jason Aaron, c'est un auteur que j'adore, même si, voilà, comme tu l'as dit, je partage ton avis, SN Parode. Son travail sur l'Avengers, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, c'est un peu trop décérébré pour moi, et je crois que je lui pardonnerai jamais ce qu'il fait à She-Hulk, donc pas très compliqué, c'est Entre autres. Ouais, entre autres choses, hein, parce qu'il y a une tonne de défauts à côté de ça. Et Nick Bradshaw, ouais, bon, c'est pareil, c'est un dessinateur qui est assez sympathique, mais je trouve que ça manque de folie dans les compositions. Et je trouve qu'il se lâche pas assez, en fait. Il a un trait qui pourrait faire qu'il se lâche,
mais il le fait pas forcément, donc c'est joli à regarder, mais voilà, ça s'oublie assez rapidement, je trouve. C'est un bon Ça, article de couverture, par contre. C'est agréable à lire. Et de C'est temps en vrai. temps, on sent qu'il y a du potentiel, oui, sage, des fois. On en reparlera tout à l'heure, mais sur la créature de Frankenstein, là, tout cet arc-là, il y a sa fourmille de détails là, sur certains plans. On dit, ah putain, ça c'est intéressant. Puis le plan d'après, bon, il y en a beaucoup moins, mais au moins, on voit qu'il y a un truc. C'est ça. Et Wolverine and the X-Men, c'est la série où il a fait le plus de numéros. C'est vraiment l'endroit où on peut se faire en tout cas une idée sur la longueur, en tout cas de son style. Ok, bah, merci pour cette précision, SN. Puisque tu étais en train de parler, donc Ch'ti l'a déjà fait, mais est-ce que tu peux nous donner ton avis général sur Wolverine and the X-Men? Bah franchement, moi j'aime beaucoup. Tout simplement à l'époque, en fait, les X-Men, pour moi, c'était très compliqué en fait à suivre. C'était très triste. C'était très serious business. L'univers Marvel en général était très serious business et voilà. Et ça m'a fait super plaisir tout simplement d'avoir un titre qui oublie pas le sérieux, mais qui se permet aussi d'avoir du fun en fait, tout simplement de faire ce que font les X-Men, c'est-à-dire faire du soap opéra, c'est-à-dire on a du drama, mais on peut rigoler, on mélange les genres en fait. Et, euh, et ça m'a fait énormément de bien à l'époque, et j'y reviens toujours avec une très grande nostalgie. Donc je ne dis pas, il y a sans doute une part de nostalgie dans ce que je vais dire tout au long de cette émission. Mais j'aime beaucoup cette série. Pour moi, c'est un très grand plaisir. Mais Merci. c'est vrai que ce que dit SN, c'est vrai, enfin, t'as une espèce de retour, pas de retour aux sources, mais presque quand même en fait, où ouais, t'abandonnes un peu les côtés trop sérieux des fois, même qu'ils sont toujours là. Et moi, je vois ça comme vraiment une tentative, enfin, c'est peut-être la meilleure tentative de renouveau que j'ai pu lire en fait, sauf quand ils commencent à ramener les X-Men du passé dans le présent, quoi. Mais enfin, et ça encore, on l'a à peine dans Wolverine and the X-Men. Et mais du coup, ouais, on a vraiment ça, quoi. On a ce retour en fait au côté étudiant, au côté ce côté, ben voilà, on est là aussi pour ben, en fait, c'est les notions d'intégration, quoi. Alors, et, et voilà, enfin c'est voilà, il y a cet aspect où voilà, on revient un peu à ce qu'on voulait au début, quoi. Bah Fred, du coup, on sait déjà, tu nous l'as dit en off, tu seras le plus mitigé ce soir. Ouais, je suis le plus mitigé. Mais je vais quand même vous dire que je trouve que l'idée de base est excellente. Voilà, et déjà, elle est très logique. Et vraiment, le fait de mettre Wolverine en directeur d'école, voilà, je signe des deux mains, quoi. Il n'y a aucun souci. C'est plus dans la mise en application après où j'ai des réserves sur le côté un peu too much. Et effectivement, sur ce côté ouais, ben un peu cartoon quelque part, hein, qui bon, dans le dessin éventuellement ça peut ne pas me déranger. Par contre, quand ça arrive au niveau du scénario, là où ça me casse un petit peu le réaliste, et donc ben, ma suspension d'incrédulité, en tout cas mon implication dans le récit, là ça peut me gêner, ouais. Alors, moi, je pense que ce soir, je vais être un peu mitigé. C'est-à-dire que c'est une série, j'avais ce souvenir un peu nostalgique vraiment une très très bonne lecture. Parce que là, je crois que c'était ma 3e lecture de la série. Et je me souviens que les 2 premières avaient été vraiment agréables. Je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, ah ouais, c'est cool. Enfin, voilà, c'est le moment où, bah, comme vous le disiez, les X-Men étaient vraiment en berne. Toutes les autres séries que j'avais essayé de lire, c'était pas très très intéressant, c'était trop sérieux, c'était chiant, les personnages étaient trop pris dans des trucs que je trouvais pas forcément très intéressants. Donc c'était vraiment dommage. Mais du coup, après, j'avais lu Schisme, et je m'étais dit après Schisme, tiens, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et donc j'avais été voir Wolverine et les X-Men, donc j'avais commencé à les lire. J'avais commencé à les lire grâce à la librairie où je bossais, où je pouvais emprunter des bouquins. Donc du coup, comme on avait reçu les premiers, les Deluxe quand c'était ressorti, du coup j'avais emprunté le tome 1. Donc j'avais trouvé ça cool, malgré voilà que Chris Bacalo, au niveau lisibilité, c'était pas
c'était pas toujours très très clean, donc j'avais du mal des fois à comprendre ce que je lui disais, surtout que c'était le moment où je me remettais vraiment à fond dans les comics, donc c'était encore plus compliqué pour ça, je pense. Mais j'avais trouvé ça vraiment très agréable. Je trouvais que ça modernisait bien le thème de base des X-Men, son intégration, il y avait le côté éducatif, et puis c'était sympa de voir Wolverine mis dans un autre rôle que ce dont il a l'habitude et ce dont on a l'habitude de le voir agir. Donc ça, c'était vraiment chouette. Je me souviens que j'avais avancé, j'avais lu le tome 2, tome 2 qui contient que des tie-in à Avengers vs X-Men, le fameux event. Et alors là, j'avais rien compris, mais parce que Avengers vs X-Men, j'avais même pas daigné ouvrir le truc parce que ça m'intéressait pas du tout. Donc je comprenais rien, quoi. C'était une catastrophe. Mais j'avais quand même quelques chapitres que j'arrivais à comprendre. Donc voilà, j'avais poursuivi, je trouvais ça cool. Et là, du coup, pour ma relecture pour le podcast, j'ai eu plus de mal avec le début. Le premier arc est excellent. Je trouve que c'est une super bonne entrée en matière. Et après, par contre, c'est vraiment le bazar. On sent à la fois que Jason Aaron temporise parce qu'il y a Avengers vs X-Men qui arrive et que donc il va pas pouvoir construire des trucs comme il le veut. Donc il temporise. Quand il y a les tie-in avec Avengers vs X-Men, je trouve que c'est vraiment... c'est chiant à lire. Vraiment, Avengers vs X-Men, là, aujourd'hui, j'ai jamais dépassé les 3 premiers chapitres. Parce que déjà, je trouve ça dégueulasse graphiquement. Enfin, Romita Junior, il est à son pire niveau. Scénaristiquement, c'est pas intéressant du tout. Je connais les grandes lignes d'Avengers vs X-Men parce que ma chérie, l'ayant lu et ayant bien aimé, elle m'en a fait un résumé très carré. Bon, en même temps, vu le peu de choses qui se passent dedans, c'est pas très compliqué. Mais enfin, je trouve que les tie-ins, c'est vraiment chiant à lire. Il y en a quelques-uns qui sont cool, mais au global, c'est pénible à lire. Et par contre, je trouve qu'à partir du tome 3, du tome 4, on sent en fait que Jason Aaron a construit son truc. Le train est vraiment mis sur les rails, il fonctionne bien. Et je trouve ça très cool. Mais j'aurais tellement aimé que la série continue plus. Et ça, c'est une de mes plus grosses frustrations parce que je me dis, il y avait tellement de potentiel encore de trucs à raconter avec ces persos. Et c'est vraiment, vraiment dommage, quoi. Et c'est marrant parce que ça me rappelle en fait une autre chose qui s'appelle d'ailleurs Wolverine and the X-Men. Et je me dis que c'est bien d'en parler avant qu'on rentre dans la partie un peu spoiler en fait. Vous savez qu'il y avait eu un dessin animé qui s'appelle Wolverine et les X-Men ? Ouais, c'était l'espèce de suite à X-Men Evolution, c'est ça, hein ? Tout à fait. Et donc je pense que tout simplement le nom vient du dessin animé. Voilà, il s'est arrêté la marque. C'est ça, il s'est arrêté en 2009 en fait. Il aurait dû avoir une deuxième saison. D'ailleurs, oui, c'est un très bon dessin animé, si jamais vous avez l'occasion. Ça n'a pas grand-chose à voir, puisque dans celui-là, en gros, il y a eu une explosion. Professeur Xavier et Jean Grey ont disparu, en fait. Du coup, les X-Men se sont séparés, et du coup, voilà, en gros, du coup, ça veut dire que dans le futur, le monde sera dominé par les Sentinelles, donc un peu plus tard. En fait, pour éviter ce futur, Wolverine va essayer de réunir les anciens X-Men et puis essayer de changer ce futur à venir. Ouais, j'ai toujours lu des bons avis dessus, ouais, ça avait l'air très très cool. Assez sympa, donc c'est pour ça que je voulais en parler vite fait. Eh ben, tu fais bien, merci pour ces précisions. Bien écoutez, messieurs, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie, le gros morceau, la partie spoiler. On va pouvoir analyser du coup en détail la série. Donc évidemment, comme d'habitude, je fais le petit disclaimer. Si vous n'avez pas lu la série, eh bien fuyez, puisque là on va y aller vraiment à fond sur les spoils. C'est quand même une série où il se passe un paquet de trucs quand même. Il y a pas mal de rebondissements, de choses qui se passent. Et puis, alors, je préfère vous prévenir quand même, on risque de spoiler certains trucs qui se passent peut-être dans des séries annexes. Parce que, comme d'habitude avec les X-Men, c'est un peu un micro-univers à l'intérieur de Marvel. Donc toutes les séries s'impactent les unes les autres. Donc on va peut-être forcément spoiler, donc soit Avengers vs X-Men, soit peut-être aussi Uncanny X-Force, parce qu'il y a des événements qui rebondissent dessus. Donc désolé par avance si on spoil des trucs comme ça. Ce sera vraiment par inadvertance, mais vous voilà prévenus. Donc écoutez messieurs, si vous êtes prêts, on va spoiler comme des porcs. Et on va commencer, on le disait en préambule, chacun dans nos avis dans la présentation de la série. Wolverine and the X-Men, c'est un récit choral, ce qui est un peu une des grandes habitudes des séries X-Men, j'ai envie de dire. En tous les cas, quand une série est brandée avec le nom X-Men dedans, on a souvent un récit choral avec plein de personnages.
Donc plusieurs personnages. Au global, qu'est-ce que vous pensez du travail sur récit choral? Est-ce que vous trouvez que ça marche? Est-ce que vous trouvez que ça redynamise un peu la formule des X-Men? Pour Euh, ma part, oui. Après, déjà sur la partie récit choral, si tu veux, je pense que ça marche absolument, puisque moi, il y a des personnages dont je suis tombé amoureux avec ce titre, et qui ne sont pas Wolverine. Si, on veut des noms. Broo, j'adore Broo. Ah, Bruce, c'est le meilleur. C'est clair. Voilà, j'adore Broo, j'aime bien Heidi aussi. Quentin Quire, j'aime beaucoup Quentin Quire à partir de cette série, pas avant. J'ai même réussi à trouver le crapaud attachant. Alors, Oui, Ah, voilà, le crapaud, pour moi, il y a un souci, mais bon, j'y reviendrai. et donc voilà, donc oui, non, il y a énormément de personnages que du coup cette série m'a fait aimer, donc du coup je pense que ça marche bien sur le côté récit choral. C'est une série qui hésite pas à faire référence en fait tout simplement à tout l'héritage des X-Men. Souvent dans des petits dialogues, genre par exemple, je prends un exemple tout bête dans les toutes premières pages, mais du coup on voit Wolverine qui demande des conseils en fait au professeur Xavier, et le professeur Xavier lui dit qu'il faudrait réussir à construire quand même un peu de cohésion et tout ça, et voilà, et du coup t'as Logan qui lui dit s'il vous plaît ne me parlez pas de baseball, parce que c'est le truc commun en fait des numéros où on sait pas trop comment c'est les X-Men dans les années 90, c'était du baseball. C'est plein de petites choses en fait, si t'as pas la référence c'est pas grave parce que ça va passer très très vite, et si tu l'as en fait tu fais ah c'est cool. Donc je pense qu'ils gèrent vachement bien sur ce côté-là. Alors, en termes de référence, ça y gère. Hein. Il gère tellement qu'il y en a partout. Hein. Ouais. Et parfois jusqu'à l'écœurement. Hein. J'avoue que c'est. Quand je disais Bah, qu'il y avait too much, c'est ouais. une des choses que j'avais en tête. Ouais. Moi, je me suis toujours. À l'époque, j'en avais certaines, des références, je ne les avais pas à l'époque. Et ça m'avait pas gêné. Et aujourd'hui, je me dis, ah, c'est cool. C'est ça qui est pas mal, quoi. C'est qu'en fait, il fait de la référence sans te forcer en fait à les avoir, quoi. C'est le genre de truc qui passe à. Enfin, la façon dont c'est amené, si t'as pas le bagage, enfin, ça passe, quoi. Enfin, ça. Pas la dire, putain, j'ai raté un truc, quoi. Ah, tu vas peut-être te poser des questions, mais effectivement, comme c'est pas très important dans le récit, ça grave si tu les as pas. Par contre, quand tu les as, tu dis ouais, ok, j'ai compris, mec, t'as tout checké, tu connais bien. Ouais, Tous bah, en je pense que c'est un énorme fan des X-Men pour le coup. Ah oui, ça, je veux bien le croire. Et sans doute plus que Avengers. En fait, tu le vois directement dès qu'ils annoncent le programme de Ah l'année. oui. Là, voilà, t'as tout. T'as toutes les références. T'as la Terre sauvage, t'as Genosha, t'as machin. Le gars, il te résume 30 années des X-Men dans son programme de cours. C'est ça. Un petit programme scolaire qu'on retrouve à la fin du premier numéro. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un paquet de trucs, un paquet de références. Je pense qu'au travers de ces 42 numéros, il a convoqué pas mal de méchants iconiques et de thèmes qui ont souvent été traités par Claremont pour un peu essayer de les redynamiser, de les présenter sous un autre volet. Fred, tu disais que tu avais un problème toi avec le crapaud. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup? J'ai un problème avec plusieurs personnages. Le crapaud, c'est un problème d'évolution. C'est-à-dire qu'on oublie ce qui est devenu le crapaud ces 20 dernières années pour nous remettre le crapaud qui était le valet de Magneto dans les années 60. Le crapaud, bon, il y a un petit moment que je ne l'avais pas vu, mais je me souviens qu'une des dernières fois, ça devait être fin des années 90 pour le chant du bourreau. Et il faisait jeu égal avec Gideon sur la scène internationale pour manipuler des grosses entreprises, etc. quoi. Et là, je le retrouve en train de balayer les chiottes. Je suis ouais. Donc, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Mais après, voilà, c'est ce que je disais. Pour moi, on est dans une. Outre le fait que là, il y a un petit problème de descente sociale, d'ascension sociale, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est Il y a un petit souci descente, de. hein. Ouais. En fait, il est là pour amuser la galerie. C'est vraiment c'est le bouffon de la cour, quoi. Enfin, Non, parce qu'il a son numéro à lui à la fin. oui, non. C'est justement, tu le mets au plus bas pour qu'ensuite il Après, remonte. il a des petits morceaux, des petits morceaux d'arc
assez sympas qui vont lui enlever cette crasse, quoi. Mais Ouais, tout à fait. Non, globalement, mais après, il y a une. il est de toute façon mal considéré par quasiment tout le corps enseignant. Enfin, ouais, ils en ont un peu Pour tout le rien à monde, foutre de oui. sa gueule, quoi. C'est Son personnage a un intérêt, a une évolution et un intérêt dans le récit. Ça, je remets pas ça en cause. C'est plus le côté, voilà. Donc, outre le fait donc qu'on ait un peu zappé les 10, 20, 30 dernières années du personnage, là, je vais faire un petit peu une généralité. Pour moi, les personnages sont vraiment parfois caricaturés à l'extrême. Et voilà, quand je parlais d'ambiance cartoon, c'est là où ça intervient pour moi. Le crapaud, c'est un des exemples. Brou en est un aussi, désolé pour ceux qui l'aiment. Brou, quand il apparaît dans le Sword, il ressemble à un Brood, quoi. Il a des pattes insectoïdes à 3 sections, il a une gueule vénère, tout ça. Et là, tu le retrouves petit potelé. Enfin, il est kawaii, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Un Brood kawaii. Et, Justement, c'est voilà, toute la blague. bah oui, non, mais c'est pas. Qu'il soit intelligent, qu'il se mette des lunettes et un costume, ça me dérange pas. Mais c'est que d'un numéro à l'autre, son apparence n'a plus rien à voir, quoi. Et on fait coller son apparence à ce qu'on veut qu'il dégage, évidemment. Et pour moi, ça, c'est tricher. Je suis chiant ou pas? Tu as la caution grincheuse du soir. J'ai l'impression, ouais. Ouais, moi, Brou, je l'aime bien, moi. Mais après, je sais pas quand il est apparu pour la première fois, donc c'est vrai que j'ai pas ce. ouais, pareil. Pas longtemps avant dans Sword, comme disait Fred. Ok, d'accord, ouais, du coup, j'ai pas cet élément-là, moi, donc c'est vrai que. Vous voyez bien qu'il a été conçu pour vous faire serrer vos petits poings au-dessus de vos joues et. Ah bah oui, non, mais oui. Et ça Ouais, mais marche justement, tout à fait. ouais, c'est ça, je trouve que ça marche tout à fait, et c'est intéressant parce qu'en fait, vu la trajectoire que va suivre le personnage, en fait, le moment où du coup il va se prendre la balle dans la tête et donc être dans un état végétatif, puis ensuite régresser à l'état de brood classique standard, je trouve que ça, en fait, ça fonctionne bien. Je trouve justement qu'il ait cette apparence kawaii, très mignonne. Bon, alors après, moi, c'est vrai que je suis une grosse groupie des personnages kawaii, donc forcément, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais je trouve que c'est intéressant dans le cheminement que va avoir le personnage. Du coup, c'est pas quelque chose qui m'a foncièrement dérangé. Moi, j'aime bien les trucs kawaii et j'aime bien les broods. Ouais, alors que moi, j'aime pas les broods par contre. Les broods, dès qu'il y en a, généralement, ça me fait chier. Donc. Ah, il y Mais, a quelques épisodes sympas avec les bouts dans les premiers. Bon, bref. je te rejoins pas mal là-dessus, Fred, sur le côté où en fait beaucoup de choses passent par le dessin. Et, c'est vrai que t'as beaucoup de choses qui sont accentuées par le dessin et quitte à c'est en effet ce côté cartoon en fait déformer un peu je peux pas parler de réalité, mais la façon dont on a eu l'habitude de percevoir les personnages, là, ils sont, ouais, t'as ce côté qui, suivant le besoin, la situation, vont être un peu déformés. Ça joue aussi avec les différents dessinateurs, en fait, sur les moments où ils interviennent. Et ouais, t'as des fois où, ouais, les personnages en fait sont déformés pour coller à l'ambiance vraiment du moment. Oui, c'est ça, mais on sent cette volonté, hein. Je la critique pas, mais c'est pas forcément ma tasse de thé. Je pense que le plus gros morceau de ce côté-là, c'est Doop, hein. Lui, Ah, Doop, il me fait tellement Ouais. crever de rire, Doop. il a pas marqué cartoon sur sa gueule, elle. Lui, Bah, Ouais, mais je crois qu'il a toujours été comme ça. Enfin, Ouais, SN Paris, il- tu le connais plus. Hein. c'est ça, il a toujours été comme ça, et justement, il y a un numéro spécial Doop, qui est le numéro 17, qui en fait est carrément dessiné justement par son créateur graphique, qui est Michael Allred. non, mais je veux dire, le fait qu'il l'ait intégré à l'école, même si on a la justification dans cet épisode, c'est pas anodin, quoi. Ça donne vraiment la caution cartoon à tout l'ensemble, quoi. Bah, Mais c'est un peu ce que je disais. C'est une série qui du coup est un peu bizarre dans le parcours de scénariste de Jason Aaron parce que c'est une série qui est très light, très lumineuse en fait. Elle a des bonnes vibes, elle a beaucoup de touches d'humour, ce que Aaron fait pas toujours forcément. Il est plus dans la violence et dans la noirceur. mais je me souviens d'une interview justement d'Aaron, qui justement en fait en avait marre de faire tout le temps que de la noirceur, et en fait voulait tout simplement faire du fun, donc il a fait cette série. Et
Et par exemple, pour moi, c'est vraiment le compagnon de son run sur Wolverine classique, en fait, qui est plus sérieux, qui est sur le côté edgy, un peu cool de Wolverine. Et là, c'est toute une autre partie de Wolverine qui existe aussi et qui a toujours existé, qui est ce côté je m'occupe des enfants. Doop, c'est déjà à l'époque, en fait, ils étaient potes, Wolverine et Doop, en fait. C'est pratiquement le seul personnage des X-Men qui était arrivé dans la série X-Statix. D'où vient Doop. Donc en fait, c'est pour moi en fait c'est vraiment tout un truc où ça reprend tous les X-Men et tout son Wolverine et en fait pour moi c'est une œuvre somme en fait, une photographie en fait de tout ce que c'est à un instant T si tu veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que pour continuer du coup un peu sur les personnages, donc Wolverine évidemment, mais on va en reparler après. On peut peut-être faire un tour du corps enseignant. Ouais, c'est ça. Au niveau du corps enseignant, il y a aussi un paquet de X-Men historiques qui sont réutilisés. On a donc Kitty Pryde, on a Iceberg, on a Hank, évidemment. Surtout, on ce a qui aussi. est marrant, c'est de savoir qu'ils sont dans des rôles qui, comment dirais-je, dont on ne les aurait jamais vus, quoi. Iceberg à la compta. Ouais, non, mais Kitty Pryde sous-directrice, encore ça passe, toi, mais à la compta, bon, pourquoi pas. En tout cas, il gère mieux que Angel à ce moment-là. Le pauvre Angel. Qu'est-ce qu'on a aussi on a Rogue, on a Rachel. Il y a Gambit aussi, même si on le voit pas trop. On le voit pas. Bon, on le voit pas, Gambit, en fait. C'est ce que je me suis dit à ma relecture. Si, on le voit, on le voit vite fait, justement dans l'épisode spécial Doop. Ouais, on le voit une fois, ouais. C'est ça. Mais d'ailleurs, il y a un gag justement là-dessus, sur le fait qu'en fait, il y a la plupart des gens qui sont marqués comme étant dans la faculté qu'on ne voit pas, notamment avec Chamber, en fait. Donc, qui est un personnage donc, de Génération X et tout ça. Et en fait, à chaque fois, en fait, tu le vois apparaître une case, et en fait, il dit un truc, et après, il fait « Bon, je retourne être invisible ». Du coup, t'as le gag quand il vient, quand Kitty sélectionne de nouveaux professeurs. Hein. Mais je suis déjà professeur ici. J'adore cette séquence où elle sélectionne les nouveaux professeurs. Elle m'a fait hurler de rire. Ouais. Ils sont tous bien. Il y a Blade, il y a Deadpool plusieurs fois. Il y a Deadpool plusieurs fois, ouais. Et énormément de bons passages. Et il y a aussi, du coup, Husk aussi, dont on n'a pas parlé. Et qui est en fait c'est plus ou moins celle qu'on appelle pour faire classe, en fait, pour le coup. C'est ça, en fait. C'est la directrice, enfin, c'est l'autoritaire de service, en fait. Ça marche pas du tout. Hein, ouais, c'est ça. Parce que quand tu disais pour faire classe, j'ai l'impression que moi, c'est la seule qu'on voit vraiment faire classe, en fait. Oui, c'est tout le temps Husk qu'on voit. Et à chaque fois qu'on voit, en fait, tu sais, il y a l'espèce de grand conseil avec tous les profs, en fait. Et à chaque fois qu'il y a qu'il faut faire classe en urgence, on voit Kitty demander à Husk. C'est tout le temps Husk. C'est très rigolo. Après, dans la deuxième partie, on voit pas mal Roro aussi qui fait classe à un certain moment. Ouais, mais c'est parce qu'elle arrive justement à partir de cette deuxième partie. Ouais, qui est plus structuré à mon avis. Et il y a aussi quelqu'un qui n'est pas étudiant, mais qui ne fait pas non plus partie du corps professoral, on va dire, qui est Warbird. Ah, Warbird. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais en fait, si, elle fait partie du corps enseignant après Avengers vs X-Men. C'est ça. En fait, elle apparaît en tant que la garde du corps donc, de Kid Gladiator, donc le fils de Gladiator de l'Empire Shi'ar. Et donc du coup, quand Kid Gladiator s'en va, en fait, eh bien tout simplement, elle reste là. C'est son big boss qui lui dit de rester. Et puis du coup, ouais, en effet, elle rejoint l'équipe enseignante. Ouais, c'est ça. C'est une punition, ouais. Carrément. J'ai pas l'impression que ce soit une punition. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est une récompense à ce moment-là parce que t'as tout un truc où justement t'as son flashback où tu vois. Justement, à cause de ce flashback, moi j'ai plus l'impression que, ok, en fait, t'es faible, quoi. Enfin, t'éprouves des sentiments alors que t'as pas le droit d'en éprouver. C'est pas du tout ce que Kalark lui dit. Hein. Kalark lui dit ouais. tu as un destin plus grand que ça, donc tu restes là. Hein. Il lui dit pas, t'es viré. Ouais, la punition chez les Shi'ar pour manquer à son respect, c'est plutôt la mort. Hein. Oui, mais tu vois, en fait, ouais, tu vois, t'as une forme de clémence en mode, reste là, c'est mieux que tu restes là parce que ça va mal se passer si tu reviens. Enfin, on peut plus, c'est un peu en gros, on peut plus te garder et là je te fais une fleur.
mais, voilà, enfin, reste là, quoi. Bah, Moi, pour elle, je c'est l'ai vraiment pris une comme ça. punition. Ouais, et surtout, du coup, le fait d'avoir insisté avant sur son côté, en fait, elle rentre pas dans les cases, elle a fait semblant de rentrer dans les cases pour accéder au truc, mais, Oui, elle a fait mais non. semblant, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est dans les cases. Donc, et à aucun moment elle ne démérite. Donc vraiment, il a aucune raison de la virer. Je pense je ne sais pas comment, mais il a réussi à ressentir qu'elle avait peut-être mieux à faire. Bon, Bah, en moi, fait, je l'ai pas du tout pris en mode punition. Je pense que bah, c'est le côté affectif envers le gosse, quoi. Et puis il y a aussi qu'à ce moment-là, justement, ses ordres, c'est de se barrer et qu'elle revient avec son tout simplement Gladiator, donc ce qui signifie qu'en fait, elle a au final désobéi à l'ordre et qu'elle est allée le sauver. Non, parce que elle a quand même viré le gamin. Elle est en train d'empêcher le gamin de rentrer dans la baston. Oui, 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 mais Voilà, elle fait Ouais, mais semblant. justement, son ordre, c'était de récupérer le gamin et de se barrer. Or, Ouais. le fait qu'elle revient avec Gladiator lui-même signifie que au final, ils se sont pas barrés. Malgré tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a essayé de faire, quand ça s'est coupé, elle a dû faire un truc. Je suis encore un peu sceptique, mais peut-être elle vous raison. Écoutez, la prochaine fois que je croise Scalark, je lui demande et puis on sera fixé. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est la meilleure solution. Voilà. appelle-le en FaceTime, tu nous dis. Non, on pourra Yes. faire un spin-off de cet indispensable. C'est ça, on fera un spin-off, les coulisses. Les coulisses de la vie de Warbird et Kalark. Mais moi, Warbird, j'aime beaucoup. C'est un de ces numéros tie-in à Avengers vs X-Men que j'aime bien. Ouais, Parce qu'il se décorrèle de Avengers vs X-Men. Et comme Avengers vs X-Men me fait chier profondément, j'avais trouvé ça du coup assez sympa. Et donc, ouais, Warbird, je l'aime bien. C'est vraiment un personnage qui est cool. C'est justement ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que je trouve que les personnages classiques des X-Men, bah, finalement, on les voit, mais finalement, ils sont assez classiques, mais pas tellement mis en avant, en fait. Iceberg, bon, bah, il décuple ses pouvoirs, parce qu'il arrive à faire des clones de glace, mais bon, au-delà de ça, j'ai pas le souvenir qu'il serve vraiment à grand-chose dans la série. Kitty, j'en ai pas un souvenir mémorable dans la série, voilà, enfin, elle tombe enceinte dans le deuxième arc, quoi, mais à part ça donne un deuxième arc très très drôle, mais que je trouve un peu trop long et qui me fait un peu chier, mais... c'est un peu le souci des récits chorales, c'est que tu peux pas vraiment te poser sur un personnage pour le développer. Donc, Il y a des petits passages où on s'attarde vraiment sur des X-Men, comme par exemple celui avec le fauve, donc qui se déroule dans l'espace avec sa petite amie, voilà. le Sword, justement. Voilà, Qu'est-ce et que je viens qui, c'est ça, et qui pour le coup se concentre que sur le fauve, hein, pour le coup. Mais sinon, c'est vrai que oui, c'est un peu light en termes des vieux X-Men entre guillemets. Mais Bon, en après, même on en a temps, fait le tour aussi. ouais, Après, ça, t'as une partie qui est avec Cyclope à l'autre bout. Enfin, tu vois, c'est aussi normal que t'en aies pas. c'est ça. Et puis, bah, je dirais aussi que c'est un peu fait exprès pour justement montrer les nouveaux. Mm. C'est un peu le but. Oui, c'est un peu le but, oui, non mais forcément, mais c'est ce que j'allais dire justement, c'est que par contre, si les adultes sont pas forcément traités de manière toujours très approfondie, et ce qui est normal parce que c'est des personnages qu'on connaît déjà, la jeune génération est beaucoup plus mise en avant. Tu le disais, SN, il y a Quentin Quire, il y a Heidi, il y a plein de personnages qui sont des jeunes, donc qui sont mis en avant. Mais tu vois, je trouve que en tout cas sur les deux premiers tomes en Deluxe, toute la première partie, je trouve que le développement n'est pas forcément très. Ça tourne tout le temps autour du pot, notamment Heidi, que j'aime beaucoup dans la deuxième partie. J'en ai Alors, collé des baffes. c'est normal. On a parlé en fait du crossover en fait schisme et tout ça en fait. Alors en fait, Heidi à la base c'est quelqu'un qui est extrêmement religieux en fait, voilà, et qui est un peu intégriste quelque part. Et en fait, justement, le fait qu'elle soit une mutante à la base, elle ne l'accepte pas. C'est un péché d'être mutant. Ouais, elle vient de manquer de mourir dans tout ce qui est schisme et tout ça en fait. Il y a eu tout un truc avec Hope et certains jeunes mutants, dont Heidi, qui explique que justement ce côté on est tous des monstres et on mérite tous de mourir en fait. Et justement, tout le principe, c'est de montrer en fait l'évolution de ces personnages. Je sais pas pour rien que la série se finit sur une remise de diplôme
et des présentations de ces personnages adultes. Et en gros, c'est un peu une série qui est là pour leur donner un avenir, en fait. Ouais, non, mais ça, oui, mais tu vois, Heidi, je trouve que ça, en fait, pour moi, c'est le problème principal de la première partie, c'est-à-dire qu'il y a Avengers vs X-Men qui vient vraiment plomber le rythme, et du coup, je trouve que ça pénalise vraiment, et notamment, du coup, le développement de Heidi. Je trouve que vraiment, ça ralentit énormément. En fait, on la voit pas beaucoup à ce moment-là, mais il la met toujours dans des cases à certains moments, et en fait, on la voit à chaque fois que en train de se plaindre, parce qu'effectivement, elle a eu un trauma avec ce qu'elle a vécu dans Schisme, elle est très religieuse, donc forcément, être mutante, c'est un péché. Il faut qu'elle accepte ça, il faut qu'elle arrive à se remettre en question par rapport à ça, il faut qu'elle arrive à dépasser l'éducation qu'elle a reçue. Mais je sais pas, mais après, c'est tout le problème que j'ai avec cette première partie, justement, c'est vraiment, je trouve ce crossover qui vient vraiment tout faire foirer, parce que le Clairement. développement des personnages, même les jeunes, il est pas du tout équilibré, quoi. Alors, C'est- ouais, c'est- après je voudrais juste, quand même, défendre un tout petit peu ces numéros-là, qui, en fait, tout simplement, sont sans doute les meilleurs numéros d'Avengers vs X-Men. Oui, bah Tout oui, mais simplement. vu le niveau de merde, forcément. Voilà, et en plus, et je trouve, et c'est pour ça, en fait, que dans toutes les compilations, en fait, on n'enlève pas ces numéros, c'est-à-dire qu'en fait, Aaron a été très très doué sur ces numéros. C'est-à-dire qu'en fait, à chacun de ces numéros, en fait, il va réussir, en fait, à s'attarder sur un de ces personnages et à montrer quelque chose. Donc toi, t'en as retenu quelques-uns qui t'intéressent, donc celui sur Warbird ou celui sur Kitty. Moi, je vois celui justement où on revient sur Rachel Summers, celui où on revient sur, enfin, chacun, en fait, à chaque fois, en fait, a son moment, et on va revenir, en fait, sur son histoire, en fait. Et ça permet, en fait, de continuer à nous distiller des petites choses, malgré le fait qu'on soit dans un gros gloubi-boulga éditorial. Ouais. Et mine de rien, c'est vraiment pas simple à faire. Ah bah non, c'est pas simple, non, mais ça, c'est Donc, tout le problème des Big Two, voilà. hein. Le, Et le, puis, le, le résultat est mitigé, mais en fait, ça aurait pu être tellement pire. Ah oui, 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 non, mais oui, ça, je suis d'accord, mais après, voilà, c'est juste que je juge le produit fini, et enfin, voilà, après, c'est tout le problème des contraintes éditoriales. Le Ch'ti, tu voulais rajouter? ouais, non, mais c'est que c'est quoi après la problématique, c'est aussi qu'on a beaucoup de personnages, mine de rien, Mhm. que ce soit le corps enseignant, que ce soit les élèves, que ce soit le club des damnés, le club des damnés à côté. Enfin, il y a plein de personnages, donc c'est déjà pas forcément évident de tous les faire, leur donner de la place. Et ouais, on arrive dans un crossover. Et clairement, bah, ce que tu veux développer, c'est encore plus complexe. Et puis la lecture en fait durant le crossover, si tu lis pas le crossover à côté, mais tu passes d'un numéro à l'autre, en fait tout le mince, tout a été retourné en fait, et t'es à moitié perdu. Donc il faut déjà que tu essaies de capter un peu ce qui a pu se passer et tout. Mais ouais, Mhm. enfin, je rejoins la scène. Il arrive quand même à s'attarder en fait au lieu de, enfin, à ce moment-là en fait, ça prend une espèce de pause, je pense, sur le développement global pour justement ouais, faire du mieux qu'il peut dans cet événement et justement ouais, s'attarder vraiment sur juste chaque numéro sur un personnage en particulier et avancer comme ça parce que ouais globalement tu prends je crois qu'il y a 9 numéros qui sont en tie-in Ouais, c'est d'Avix. ça. Et clairement, en fait, enfin, c'est illisible en tant qu'histoire, en fait. En tant qu'histoire, à ce moment-là, c'est illisible si tu lis pas AVX à côté ou là, Mhm. sur ma relecture, j'avais les quelques souvenirs d'AVX, mais waouh, putain, j'ai des moments où je me suis dit, attends, putain, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et ouais, c'est chiant. Mais il arrive quand même à continuer son travail sur le personnage de manière plus lente, du coup. Ce qui fait quoi, t'as pas forcément l'impression d'avancer, quoi. Alors moi, Et- j'ai pas du tout apprécié ces tie vraiment, je trouve que, alors pour le coup, j'ai lu AVX, je l'ai apprécié de manière correcte et je l'ai encore bien en tête. J'ai pas été perdu en lisant les tie mais alors je trouve que ça n'apporte rien du tout. Alors à part celui sur Warbird parce que c'est un nouveau personnage et que c'était cool de découvrir d'où elle venait.
autres, on sait où ça va, quoi. Il y a zéro surprise. C'est rigolo de mettre Kitty et Colossus sur un petit dîner comme ça au milieu de la mer avec les poissons, mais Celui-là, je crois que c'était le plus chiant. C'est le plus, ouais. c'est- Ouais, enfin, on sait où ça va je- finir. Enfin, il y a aucun suspense. On sait très bien que la dernière case, ça va finir comme ça, et puis on n'est pas surpris. C'est ça, quoi. j'aime bien ce qu'il essaie de faire quand même malgré tout sur le numéro avec Kitty. La discussion qu'il instaure. En fait, si on lit pas Avengers vs X-Men, je trouve qu'il arrive bien à nous montrer comment le pouvoir du Phénix vient de complètement déséquilibrer des X-Men qu'on pensait être complètement intègres et complètement nobles. Donc pour moi, qui n'ai pas lu Avengers vs X-Men et qui compte pas le lien du tout, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au moins ça me permet de comprendre un peu ce qui se passe dans ce gigantesque foutoir qui a l'air d'être Avengers vs X-Men et de montrer la corruption qui est en train de s'installer au sein de certains mutants qui ont récupéré le pouvoir de la Force Phénix. Et donc je trouve ça intéressant. Mais clairement, pour moi, ces 9 épisodes, déjà, il y en a trop. Enfin, clairement. Mais bon, ça c'est pareil, c'est pas imputable à Aaron directement, c'est imputable à Marvel. Tu vois le souci, c'est-à-dire que si t'as pas lu Avengers versus X-Men, ça t'apporte des informations, mais t'es complètement paumé. Si tu l'as lu, ça t'apporte rien. Bon, t'es pas paumé au moins. Ouais, c'est au moins l'avantage, quoi, c'est que t'es pas paumé. Mais c'est vrai que oui, après, c'est toujours le problème en fait des tie-ins. Je pense que, ouais, c'est toujours. Mais c'est pas imputable à Jason Aaron, quoi. C'est-à-dire que le gars, il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui file, quoi. C'est-à-dire que Marvel, comme d'habitude, te force à écrire des tie-ins puisque t'es impliqué là-dedans. Parce que c'est un event massif, donc forcément il faut que tu écrives des trucs. C'est juste que, les gars, c'était trop long, quoi. Putain, fallait lui en donner moins des numéros à écrire, quoi. C'est pas possible, quoi. Vraiment. Après, ouais, pour moi, du coup, les informations qu'on en ressort, en fait, on n'en ressort pas tellement avec des informations sur AVX, mais vraiment principalement sur des personnages, en fait. C'est dans ce moment-là que tu vois vraiment la romance qui commence à se mettre entre Husk et le crapaud. C'est le moment où tu vas voir Kid Gladiator qui a été obligé de quitter la Terre et qui aime pas trop ça et tout ça. Que tu vas voir tout le passage dans la prison avec le club des damnés, que tu vas voir en fait pour moi c'est vraiment tout un truc qu'il a en fait on l'a forcé à faire des tie-in, il dit d'accord, je vais foutre en fait très très rapidement toutes les informations que vous demandez de faire mettre. Et moi par contre, je vais passer un truc où je vais raconter des trucs avec certains de mes personnages. Ouais, là-dessus, il a été assez malin, mais c'est vrai que ça se serait passé en dehors Enfin, ça aurait été sur la série régulière, hors tie-in, toi, ça aurait été. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je ne nie pas que ça aurait été vachement mieux. Mais je trouve que avec ce qu'on lui a donné, en fait, il a joué d'une façon brillante. J'en conviens, j'en conviens. Ouais, il a réussi à se débrouiller. Non, mais il a réussi à se débrouiller correctement là-dessus, ça c'est clair et net. Il est malin dans le sens où il en profite pour approfondir des persos. Et voilà, c'est. Bon, après, on va pas refaire la politique des Big Two, quoi. C'est malheureusement le pain quotidien quand t'es scénariste chez les Big Two, t'es forcément pris là-dedans, quoi, même si t'as pas envie de le faire. Moi, je note quand même le côté dommage dans cette partie AVX, c'est l'aspect qu'il a pas approfondi de nouvelles, enfin pas de scission, mais les cartes sont quand même remélangées. Parce que on voit par exemple Iceberg qui dit à Wolverine que ok, en fait il est venu il est venu à l'école pour l'aider parce que son ami il veut l'aider, et là maintenant en fait c'est Cyclope qui est aussi son ami qui a besoin d'aide. Donc ça c'est avant que la Force Phoenix les embarque, quoi. Et en fait c'est vrai que quand tu commences à lire ça, parce que ça doit être c'est peut-être pas le premier, mais le deuxième taillis, tu te Oui, dis c'est assez rapide. il peut y avoir aussi quelque chose d'intéressant en fait de rebattre en fait les cartes, parce qu'il y en a qui vont justement, qui partent du clan Wolverine vers le clan Cyclope et inversement, et en fait les cartes peuvent être distribuées. Et bon, après je pense que c'est aussi alors ça c'est moins développé dans les TI parce que il a choisi autre chose. Il a choisi de faire autrement et de développer d'autres choses, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve pas spécialement après en fait
à la suite d'AVX, où en fait, voilà, enfin, les cartes ont quand même été rebattues, mais voilà, C'est vrai que je me suis. t'as pas spécialement d'ajout. Je pense que c'est un côté dommage en fait, c'est que à part du coup je crois que les seuls transferts qu'on va avoir, enfin même pas, c'est même pas du transfert quand même. Ouais, du coup, Kid Gladiator qui est plus là. Et je crois que c'est le seul changement en fait dans le. Si, il y a des nouveaux étudiants en fait qui arrivent. Ah si, il y a Ouais, Pixie. Non, c'est pas Ouais. Pixie, c'est. Si, Il y a Armor. c'est Pixie, il y a iBoy, il y a plein de persos qui... Oui, il y a plein de nouveaux persos qui arrivent. Par contre, c'est Ouais, vrai que il y je a me suis plein. posé la question concernant AVX et le changement de camp de Rachel, d'Iceberg, etc. De savoir si c'était une volonté d'Aaron ou si c'était C'est Marvel. le- le- Je pense. comment j'allais le directeur de série, enfin je sais pas trop, l'éditeur en chef, je ne sais pas trop qui, Ah, qui là, gère- qui pour- gérait tout l'ensemble, qui a dit oh non, eux, tu te démerdes, tu me les fous de l'autre côté. pour le coup, je crois que c'est Marvel, puisque du coup, t'avais tout ce truc qui était assez ignoble sur Avengers vs X-Men de tiens, on va te faire des numéros exprès pour ce numéro, c'est tel baston. Tu vois, c'est machin contre bidule. Mhm. Et donc, du coup, faut que tu récupères les persos pour les mettre aux beaux endroits. Et donc, ils avaient fait, il me semble, Hulk contre Iceman, tu vois. Ouais, tout à Ouais. fait, Red Hulk, ouais. Ouais, et donc, du coup, il fallait que Iceman soit dans l'autre camp. Juste pour pouvoir faire ça, en fait. D'accord, ok. Bon après, ouais, bon. Oui, Mais c'est un donc, peu ça le problème en fait. C'est ça le gros problème, je trouve, avec ces tie c'est que juste, enfin, il y a ces moments en fait où tu te rends compte. Enfin, Rachel, je crois qu'elle change 3 fois de camp dans les tie et quand tu lis juste les tie tu dis, enfin, en fait, déjà, d'une, je n'ai pas lu Avengers vs X-Men, donc cette information, mais je m'en contrefous, mais total. Si tu as lu Avengers vs X-Men, je pense que tu t'en fous de revoir cette info. Donc en fait, je trouve que Jason Aaron, il aurait mieux fait de faire que des numéros pendant ces 9 entièrement dédiés au développement d'autres personnages. Genre par exemple, tu vois, le Club des damnés. Mais il pouvait pas, je pense. Mais Ouais, je crois qu'il Hmm. pouvait pas. Ouais. Je pense qu'il avait une liste d'informations à mettre dans les numéros oui, sur un qu'on panneau. lui Ouais. a donné à l'avance, et puis du coup, bah, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, quoi. Hmm. Mais Mais c'est surtout l'aspect de non-conséquence. Enfin, tu vois, ouais, Rachel qui change de camp Hmm. tous les jours. Enfin, à un moment donné, t'es censé avoir des conséquences, quoi. Et non. mais je pense aussi, ça, pour moi, c'est le principe d'AVX, c'est que AVX, c'était pas une fin. Après AVX, on a A plus X. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc qui continue, donc en fait, tu peux pas donner de conséquences à un truc qui a pas encore de fin. Oui, Et Ouais, ça, alors c'est après, dommage. c'est toujours rien n'a jamais de fin, puis rien n'a jamais de conséquences, il doit par là, mais bon. Bah, après, c'est marrant. Enfin, Ce qui est un c'est peu des le principe pixels. de Marvel. Ici, oui, on est d'accord. Hein. Bah, sur C'est une ça. grosse partie, oui, ça ressemble un peu à ça parfois. Ouais. Ici, Puis c'est comme. une des conséquences, ça a été la création des Uncanny Avengers, quoi. Oui, voilà. Oui. Ouais. Mais après, il y a un truc que Jason Aaron ne traite pas trop. C'est après AVX, il y a le retour des Original 5, donc chapeauté par Bendis, où Hank va chercher donc les 5 X-Men originaux du passé pour les ramener dans le présent, afin de faire changer d'avis Cyclope, du coup, pour qu'il se rappelle qui il était avant. Enfin bon, bref, un plan encore bien crétin. Ouais. Mais c'est dommage parce que Jason Aaron s'en sert pas du tout là-dessus, en fait, ce truc-là. Ça fait partie des connexions dont il s'occupe pas. Je pense que justement, je pense qu'il aimait pas du tout parce que les quelques fois où il en fait référence, justement, c'est bien pour casser l'idée. Ouais, c'est ce qui m'a surpris dans ma lecture, justement. Ouais. Ça, c'est clair et net. Mais c'est marrant parce que du coup, à certains moments, donc il y a des passages qui font, au début notamment, donc le retour d'Angel par exemple, ou l'arrivée de Kid Apocalypse, c'est des trucs qui sont directement repris de Uncanny X-Force, si je dis pas de conneries. Oui, non, c'était lié, oui, tout à fait. Ça, donc tu vois, c'est qu'à un certain moment, ils récupèrent quand même il y a une synergie entre les séries mutantes à ce moment-là, mais c'est vrai qu'à un autre moment, va plus y avoir tellement de synergie. Enfin, c'est pareil, Kitty, on va apprendre qu'elle s'est tirée pour aller rejoindre Cyclope, mais en fait, c'est un truc qui se passe limite en off-screen, en fait. Donc, Ça se passe dans l'autre série, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est tout. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu le problème aussi de la gestion chez les séries X-Men, quoi. C'est qu'on
On a Bendis qui en chapeautait 2, qui chapeautait les 2 plus importantes, et je pense qu'il faisait un peu ce qu'il veut, régnait en maître, et puis Jason Aaron, je pense qu'il récupérait un peu les miettes. Mais ce qui n'est pas forcément gênant, parce que je trouve que justement, le fait que, par exemple, Kitty parte, ça lui permet de remettre plus le focus sur les jeunes encore, et du coup, c'est là où, pour moi, ça devient beaucoup plus intéressant, en fait. Enfin, vraiment, la deuxième partie, pour moi, c'est clairement mon morceau préféré, parce que justement, on a donc Brou qui s'est fait tirer dessus par un des membres du Club des damnés. Donc voilà, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais le Club des damnés, c'est un peu les grands méchants. Donc Dans le match à 300% pour moi. Ouais, pour moi, ils ont un gros problème. Si c'est pareil, pour moi, ils existent. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Ils sont pas crédibles en tant que menace. Non. En fait, ils sont pas crédibles en tant que menace jusqu'au dernier arc où ils sont présents. Et c'est tout. Moi, il y a rien de valable. Tu vois la petite nana qui a 12 ans là, qui achète un zoo pour donner des coups de marteau à des pingouins. Pour moi, elle n'est pas crédible. Elle peut pas exister, cette fille. Si, elle existe, mais c'est dans Fairyland, du coup. Ouais, c'est ça. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Non, mais c'est pareil avec celui donc le descendant Frankenstein. J'aime bien l'arc dans le cirque avec justement cette créature et tout ça. Ah oui. J'aime pas, moi, Stark. Ah ouais? Ah, moi, j'aime bien cet arc. En fait, c'est le seul moment où je me suis dit, tiens. Alors, en plus, c'est marrant parce que du coup, ce gosse, j'avais complètement oublié son existence. Je savais même plus qu'il était dans le Club des damnés. Je me suis dit, c'est qui ce petit con là, enfin, d'où il sort? Non, mais dans le Club des damnés, de toute façon, à part un. À part Kilgore. Voilà, à part Kilgore, les autres, ils servent à rien. Enfin, déjà, Kilgore. Il y a justement le descendant Frankenstein qui construit les sentinelles et tout ça, quoi. C'est le scientifique. Oui, quand même. Oui, c'est scientifique, mais enfin, le focus, il est à peine mis dessus. Enfin, de toute façon, ils sont tous. Pour moi, ils sont présentés comme juste les laquais de. La fille et le black, c'est les minorités visibles. Hein, c'est surtout aussi que du coup tout ce qui est le Club des damnés est un peu utilisé ailleurs, donc tu peux pas. T'es obligé d'en créer des nouveaux en fait. Ah, mais du coup, est-ce que c'est. Enfin, je trouve que c'est une menace qui est pas très. Je trouve que c'est une menace qui est mal développée. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle devient intéressante quand elle a atteint son apogée de pouvoir. Et fondamentalement, son apogée de pouvoir, on l'a pas trop vu se mettre en place. Ce qui est un des autres problèmes pour moi de la série. Je suis pas sûr qu'ils voulaient en faire une menace intéressante et qui durerait dans le temps. Ils viennent avec de telles prétentions aussi. Bon, leur première attaque est assez impressionnante quand même. Ah oui. Ah bah oui. Avec Krakoa qui se réveille du coup. Ouais, mais ça c'est trop cool. Ça permet de d'amener Krakoa. Un Wendigo, un Sauron, on va dire. Là, pareil, Aaron crache ses références oui. à une cadence infernale. Voilà, la première attaque, je dis, quand même, il y a du budget, c'est bien ficelé, ok. Puis après, effectivement, leur école, pour moi, c'est une faute. Il y a trop de choses. Globalement, il y a trop de choses dans la série, je pense. Oui, c'est une série qui pèse. Qui pêche. Quoi. C'est à la fois choral et ça a le défaut que je retrouve beaucoup chez Jason Aaron, c'est que des fois il veut trop en faire. C'est-à-dire je pense que c'est fondamentalement quelqu'un d'hyper généreux. Enfin, voilà, pour moi, ça fait pas de doute, quoi. Il aime la série B, il aime l'action, il aime l'humour qui tâche, même si c'est de l'humour qui n'est pas toujours fin et subtil, il aime ça. Et donc, il le met souvent. Mais c'est vrai que Jason Aaron, paradoxalement, je le trouve, même si lui, du coup, à ce moment-là, quand il crée cette série, il est saoulé par ça, je le trouve meilleur quand il fait des récits violents, des récits sombres. Et surtout, je trouve qu'il est meilleur quand il fait des récits, en fait, sur un ou deux personnages. Comme c'est le cas dans Wolverine, comme c'est le cas dans Thor, en fait. Parce que je trouve que, fondamentalement, il a vraiment un gros problème d'équilibrage de ces personnages. Les gosses, pour moi, ne deviennent intéressants qu'à partir du moment où ils reviennent de l'île, en fait. Sur l'île, donc quand ils sont sur la Terre sauvage, pour moi, c'est mon arc préféré de la série. Là, à ce moment-là, je l'ai trouvé intéressant. Déjà, je crois que c'est avant qu'il y a l'arc du cirque. Déjà, à ce moment-là, c'est ça, c'est juste avant. Commence à y avoir quelque chose qui se met en place. Voilà, il y a une alchimie qui commence à se créer. Je les aimais bien déjà juste avant. Vraiment, le côté Quentin Quire dans l'espace, dans le casino et tout ça. Ouais, mais il n'y a que Quentin pour moi, il n'y a que Quentin qui existe en fait. Ouais, mais c'est parce que c'est le personnage qui a déjà un lien avec Wolverine en fait. Et donc forcément, au début, tu es obligé d'utiliser ça en fait. Ouais, mais c'est très dommage justement cette partie sur le casino parce qu'en fait c'est la troupe de gamins qui va arranger la situation qui suit ce casse au casino et du coup en fait ça aurait été super intéressant je pense de s'attarder sur ce que font les gamins en fait pour aller c'est réglé en 3 pages, oui. En fait ouais voilà c'est
c'est torché, quoi. C'est juste dire, bah tiens, bon, ok, ton truc qui t'a brisé les os, là, bah, il te fallait un objet, on a été te le chercher. Voilà, c'est l'équipe qui a fait ça, quoi. Et, enfin, c'est les gosses qui ont fait ça. Ils ont un peu fait le mur pour toi, et voilà. Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le numéro après, tu commences les tie-in. Voilà ce qui s'est Ouais. passé. Ouais, mais c'est ça. Ah, oui, effectivement. non, mais oui. On en revient toujours au même problème, quoi. Le crossover, enfin, c'est comme l'arc avec Kitty, typiquement, où Kitty est enceinte et en fait, elle a une invasion, c'est une invasion de Brood, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. De Donc, micro. Ouais, de micro-brood. Le concept est très drôle, très fun, mais je trouve que ça dure trop longtemps pour ce que ça a raconté. C'est infernal, quoi. À la fin, putain, au Bah, bout c'est de. surtout Enfin, une fois que t'as le twist. ouais, Enfin, une fois que t'as le twist derrière, là enfin, déjà t'as un côté un peu chiant sur le truc, mais une fois que t'as le twist, t'es là, t'attends, quoi. Attends, ok, bon, c'est bon, ok. C'est ce qui va se passer. ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai compris, quoi. Enfin, et en fait, le problème, tu vois, c'est que ça fait du coup de l'action, de la blague à 2 francs, et en fait, ça se sert pas de ce moment-là pour approfondir un peu les personnages ou le relationnel, et c'est ça qui est qui est du coup un peu dommage. Moi, je trouve que Jason Aaron met trop de temps, en fait, à approfondir ses persos, et c'est ça qui me désole le plus, en fait. Bah, en fait, je pense qu'il fait croire que ça va toucher Kitty pour que les lecteurs qui connaissent très très bien les X-Men soient attirés par un danger qui touche Kitty, un personnage historique plutôt qu'un nouveau, alors qu'en fait, cette menace, elle est dirigée sur un nouveau qui s'appelle Broo. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est un coup comme ça qu'il essaye de jouer. Ouais, non, mais une fois le twist, le twist révélé, j'ai l'impression que la chasse à Brou, elle prend Mais trop de pareil. temps, quoi. Pareil, c'est la... c'est mal. Enfin, à la fin, et vraiment, ça marche pas. Enfin, pour moi, ça marche pas. Bah non, ça marche pas, c'est un On a ce peu. perso. Donc, comment il s'appelle, Starblood Starblood, là. Le concept du perso est intéressant. Là, cette espèce de monstre sanguinaire qui finalement est un scientifique xénologue. J'ai dit, pourquoi pas? Il y a un truc intéressant. Par contre, voilà, il explique lui-même à quel point il est overboosté à grands coups de périphrases. Il y a les humains, il y a les Brood, il y a les au-dessus, il y a les requins célestes, et au-dessus, il y a ma race à moi. Donc, tu dis, ok, le gars, il est quand même, il y a de la cote, quoi. Et il se fait défoncer par Brou en 2 secondes. Bah, en fait, pour moi, c'est surtout qu'il a gagné. En fait, il a plus rien à faire. En fait, il a vu qu'en fait, Bruce, c'est pas juste un pacifiste. Et puis c'est bon, il a réussi. En fait, il a plus besoin de se battre. Il a déjà gagné. En fait, c'est un personnage à la Joker. Et parce que tu as gagné, tu te laisses bouffer la tronche? Bah, il se laisse pas bouffer la tronche. Il a plus rien à faire. Il se fait pas bouffer la tronche. Il finit. Il va dans l'espace. Fait défoncer. Oui, il va dans la prison dans l'espace. Ah oui. Non, il se fait Oui, défoncer. bah non, Je suis désolé. Il se Ouais. fait Oui, défoncer. non, mais je veux dire, il se fait pas bouffer, quoi. Non, il se fait pas bouffer, il se fait défoncer la gueule. Si, Il se si, fait il se fait défoncer bouffer la gueule. Je l'ai. Ouais, il se fait bouffer la gueule, il se hein, fait je crois bouffer la pas. gueule par un Brood adolescent. Je suis C'est désolé. ça. Si c'est Mais ça, justement, c'est ce qu'il veut. Non, mais Ah, mais si c'est ça, en tu fait, veux, c'est qu'il a prouvé son argumentaire, en fait, que Brou ça. est un sauvage comme tous les Broods, et en fait, c'est tout ce qu'il voulait. Il voulait juste foutre la merde dans l'esprit de Brou. Mais c'est pareil, je trouve qu'en fait, c'est mal utilisé, quoi, parce qu'en fait, ce qui va faire péter un câble à Brou, c'est pas un résultat de sa nature, en fait, c'est une balle dans la tête. Donc forcément, enfin, n'importe qui pètera un câble avec une balle dans la tête, quoi. Enfin, ça c'est après la balle dans la tête. Ouais, c'est après. Hein. oui, c'est après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Brou, du coup, il y a ce truc avec Starblood. Après, il y a tous les tie-ins de merde de Avengers vs X-Men. Et à la fin des tie-ins de Avengers vs X-Men, il se fait tirer une balle dans la tête. Enfin, je veux dire, le développement de Brou, c'est ça, classiquement. Après, il se retrouve dans le coma et après, il se réveille, il est sauvage. Oui. Non, mais pareil, c'est du classique, c'est du déjà vu, et comme on peut pas passer beaucoup de temps dessus, bah c'est pas non plus excellent. Je suis d'accord, c'est pas. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que pour moi, ça manque de développement, en fait. Ça manque de temps, en fait, de développement. C'est un concept super intéressant, et c'est ça le truc, c'est qu'avec cette idée des Broods miniaturisés pour envahir Kitty, pour s'attaquer après à Brou, sur le concept, c'est en fait hyper intéressant. Mais je trouve que, et le thème qui est exploré derrière est pareil, super intéressant. Mais parce que c'est un récit choral qui va faire intervenir plein de personnages, eh ben, je trouve que Jason Aaron n'arrive pas à trouver l'équilibre suffisant, en fait. Ouais. Non, pour moi, il y a vraiment un gros problème de crédibilité de personnage. Ça marche pas. Et le fait qu'il finisse que Starblood, là, il finisse professeur à l'académie Hellfire, là, c'est pas, ça l'achève. Ah bah, je trouve ça, à la limite, ça, je trouve ça cohérent, en fait. Justement, c'est ce que je trouve intéressant dans cet arc-là avec l'école, moi. Ah non, moi, l'école, c'est le pire passage. Ah, je l'aime bien ce passage, mais paradoxalement, ce passage me fait marrer parce que
On a eu tout le développement des persos depuis des gamins depuis le cirque, en fait, où ils ont pris de l'assurance. Ils se sont... Enfin, c'est ce que dit Wolverine à un moment donné, ils se sont construits en tant que famille. Ils ont compris, en fait, que ils étaient une famille de personnes bizarres, de personnes qui n'étaient pas faites pour être ensemble. Mais à un moment donné, ils sortent les doigts. Et Heidi qui va s'infiltrer exprès dans cette école de merde. Il y a tout un tas... Enfin, Alors, si je vais préciser ma pensée. J'aime bien ce que font Quentin, il dit dans l'école, c'est l'école en elle-même. Ah d'accord, ok. Fonctionner, ses professeurs, ces machins là, pour moi on est du cartoon sur 20 là. Bah, le problème surtout c'est qu'en fait ça n'a pas été, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que comme le club des damnés en fait a été très mal développé avant, ça tombe comme un cheveu sur la soupe en fait. Donc, un Mystique qui pareil oublie ses dernières années, redevient une grosse pute manipulatrice. Enfin, le Carlicos en version Sauron avec sa blouse en scientifique, non, tout ça, ça ne passe pas, c'est pas possible. Il y a Jason, je trouve que Jason Aaron il a un problème avec sa gestion des, je sais pas des méchants, mais en tout cas des X-Men qui sont brandés, catégorisés comme méchants, donc Mystique par exemple, ou même le crapaud en fait. Je trouve que le traitement du crapaud il est. Oh non. Ah bah si, en fait, attends, je précise ma pensée. Le crapaud, je trouve qu'il y a des trucs très intéressants avec lui. Mais en fait, je trouve que la manière dont il est traité par les autres mutants est absolument abominable et scandaleuse pour moi, en fait. Et je trouve que c'est jamais vraiment remis en question. Et c'est quelque chose qui me dérange assez dans la série. Parce que le crapaud, je trouve que c'est un personnage qui, typiquement, aurait pu avoir une belle évolution et une belle porte de sortie s'il avait été réhabilité par ces idiots, en fait. Personne ne se comporte comme ça avec quelqu'un d'autre, quoi. Ça n'existe pas. En fait, le problème, c'est que tout le monde traite le crapaud comme ça, même nous, en fait, fans, on traite le crapaud comme ça. Et justement, en fait, et justement, en fait, on passerait pas autant de temps à nous montrer le crapaud si le propos de Jason Aaron, c'était pas de dire, c'est justement de dire c'est pas normal. Et c'est normal. Regardez ce type-là, il fait tous les efforts. Et même les mutants, en fait, qui acceptent tout le monde et qui font pas attention aux différences, le font aussi. Et regardez. Et justement, toute la fin et tout le truc qui va arriver sur le crapaud, et justement, c'est un truc pour montrer que, pour moi, c'est justement une des meilleures réussites. Ça explique pourquoi il reste méchant. C'est justement à cause des autres. Moi, ça ne sert qu'à décrédibiliser les personnages. Aucun X-Men, surtout que c'est pas des mauvais gars. En tout cas, si on parle de Kitty, si on parle de Rachel, etc., ne peut se comporter avec le crapaud de cette façon. C'est pas possible, ça marche pas. Mais si, parce qu'en fait, ils se comportent tout le temps comme ça entre eux, en fait. Mais non, jamais la vie. Si, c'est vrai que je suis assez d'accord avec SS ou TSN. C'est vrai qu'ils sont souvent en train de se décrédibiliser les uns les autres, de se tailler la gueule et de se lancer des fions, en fait. Et c'est vrai que c'est finalement, enfin, c'est assez ancré dans les thèmes que Jason Aaron aime bien développer sur la violence symbolique et ce genre de trucs, et les choses auxquelles on fait pas attention et la violence qu'on engendre sans forcément y prêter attention. Et c'est peut-être intéressant justement à mettre en parallèle avec les gamins qui sont un peu plus souples et qui s'entraînent finalement plus en fait que la génération des adultes. C'est pour ça que j'aurais aimé voir la série durer plus longtemps en fait, parce que je trouve que en fait les décrocher complètement de ces adultes et les laisser partir tout seuls avec enfin tu vois, typiquement que ce soit la nouvelle équipe des New Mutants par exemple ou un truc comme ça, bah moi ça m'aurait grave fait bander en fait, parce que c'était c'est eux en fait que j'ai envie de voir exister, quoi, pas les adultes. Les adultes, je m'en fous, quoi. Alors, je pense que tu as raison, effectivement, trop de personnages, effectivement, ce qu'il aurait fallu mettre en avant, c'est les élèves. Et pour le coup, sachant que voilà, c'est des ados, qu'il y a quand même une bonne tripotée de connards dans le lot, leur comportement envers le crapaud m'aurait pas plus choqué que ça, on va dire. Par contre, venant des... Non, je suis désolé, j'arrive toujours pas à encaisser ça venant des anciens. Pour moi, les anciens, en fait, ils font comme ils font entre eux, en fait. Seulement, le crapaud, il a besoin de plus, il a besoin d'autre chose. Et il n'a pas envie d'être un X-Men et de faire partie du groupe et de se balancer des fions comme on fait dans toute la série, en fait. Il a besoin d'autre chose. Entre eux, ils se balancent peut-être des fions, mais il y a une vraie solidarité aussi. Quand ils sont quand même les je trouve pas, justement. Je trouve justement, pour moi, la solidarité, elle est toujours de façade, en fait, chez les X-Men, et elle l'a toujours été pour moi, en fait. Ils sont pas solidaires entre eux, parce qu'ils sont incapables de se mettre à la place les uns des autres, en fait, et de comprendre que les uns et les autres ont des points de vue différents. Enfin, typiquement, le schisme entre Logan et Cyclope, pour moi, ça en est la preuve ultime, en fait. Et c'est notamment montré quand Jason Aaron les fait discuter dans le hangar sur les derniers épisodes. On a Wolverine et Cyclope qui sont piégés dans cet entrepôt.
qui sont en train de se torcher la gueule, et qui à ce moment-là font preuve d'un discours qui est vraiment un discours de solidarité, de se dire, mais enfin, à la limite, c'est Jason Aaron qui est en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'on a cassé en fait et brisé cette solidarité qui existait avant, et pourquoi est-ce qu'on cherche toujours en fait à la briser, et quelque chose que Jonathan Hickman aujourd'hui essaie, je trouve, de corriger. Et je trouve que c'est assez intéressant le méta-discours en fait que crée Jason Aaron derrière. Moi, je pensais plus à l'espèce de rendez-vous amoureux entre Iceman et Kitty Pryde. Ouais, y a Justement, ça aussi, en fait, ils ne savent pas se parler. Ouais. Ils arrivent à un moment où c'est justement une situation purement sociale et ils savent pas quoi faire. Et pour s'en sortir, ils sont obligés de retourner à des trucs de super-héros. Ouais, c'est encore un autre problème, mais effectivement, c'est... Bah, après, pour moi, c'est l'intelligence, et je trouve que c'est pour ça que c'est une bonne continuation, enfin, que cette série Wolverine et les X-Men, c'est une bonne continuation du travail que fait Aaron sur Wolverine. C'est-à-dire que Wolverine a un point où il se rend compte en fait qu'ils n'ont toujours été que formés comme des soldats en fait. C'est-à-dire que c'est des bons super-héros, c'est des bonnes personnes pour agir sur le terrain et on va dire attaquer en fait frontalement. Mais par contre, au-delà de ça, ils n'ont jamais en fait vécu vraiment de vie en fait à côté de ça. Et donc, c'est ce qui s'exprime quand le rendez-vous est foiré entre Kitty et Iceberg. Il est pas foiré, il est juste pas conventionnel. Oui, c'est ça en fait. Non, il est pas foiré. Ils vont réussir à s'en sortir quand ils retournent à ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire le super-héros. Mais ça prouve bien qu'il y a un problème fondamentalement dans l'éducation qu'ils ont reçue, et ce que Wolverine du coup se rend bien compte et qu'il essaie un peu de corriger, même s'il n'y arrive pas tout à fait. Voilà, je pense que c'est plus un problème de quand tu vis dans l'extraordinaire, comment tu peux avoir une discussion ordinaire sur le temps qui passe, quoi. Tu le retrouves, ouais, tu le retrouves tout du long sur plein d'aspects, notamment la façon de Wolverine cette espèce de comment je fais avec ces gamins et qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais, c'est vrai que tu sais, tu peux avoir, même toi, lecteur, ce truc de qu'est-ce qu'il fout là, mais en fait, c'est global, c'est tellement logique, en fait, avec le parcours de Wolverine depuis tellement longtemps, d'être celui qui s'occupe des enfants, que c'est à ce niveau-là. Ah ouais, non, c'est totalement logique, en fait, pour moi, de le voir aller dans ce rôle, de le voir à un moment où on lui pète les jambes, comme ça, on le fait en fauteuil roulant, comme ça, on accentue le parallèle avec le professeur Xavier. Ça dure pas. Ah non, ça dure pas, mais rien que le fait de l'avoir fait, d'avoir pu le montrer sur une case, j'aime bien l'idée, tu vois. C'est ouais, en fait, finalement, Logan, c'est sans doute celui qui peut plus reprendre le côté école de Xavier, en fait. Tu vois, peut-être que Scott c'est le rêve et que Logan c'est plus s'occuper des autres. Disons que Cyclope c'est le rêve, et je pense que Logan il a plus les pieds sur terre en fait, il sait ce qu'il faut faire en fait. C'est son côté pragmatique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est son côté pragmatique en fait. Mais pour moi le portrait de Logan de toute façon il est, Aaron écrit super bien Wolverine déjà dans sa série de base, donc ça pouvait être que bien en fait, bien traité là à ce moment-là. Même si finalement des fois, en fait ce qu'il arrive bien à faire, je trouve des fois il arrive bien à le mettre en recul, et des fois il arrive bien à le mettre sur le devant de la scène en fait. Et c'est ça qui est pour moi une des réussites, une des grosses réussites de la série, c'est vraiment le travail de fond sur Volvi. C'est ça. Alors que, je me souviens à l'époque, il y avait beaucoup de gens en fait qui justement critiquaient, qui étaient là, mais qu'est-ce que c'est Wolverine qui s'occupe d'enfants, qu'est-ce que c'est que ce Wolverine? Bah non, en fait, c'est super cohérent. Ouais. Je trouve ça d'une cohérence absolue, moi. Et... Ça, mais à l'époque, t'avais vraiment des gens qui rentraient dedans, qui rentraient contre la série, tu vois, mais genre que sur cet argument, quoi. Je comprenais pas trop celui-là. C'est qu'habituellement, les gens qui parlent, c'est ceux qui connaissent le moins. Donc, ils devaient avoir encore en une tête possibilité. l'idée du film ou de 3 numéros des années 90 qu'ils avaient dû lire, ou même tranché du méchant à foison. C'est ça, mais même dans le film, ils ont réussi assez bien à montrer que c'est Wolverine qui s'occupe des enfants, quoi. Tout à fait. J'avais envie de la toute fin. Ah bah si tu veux, vas-y, si tu veux qu'on en parle. Bah oui, tout à fait. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs moments de la série, tout simplement. C'est ce vers quoi toute la série va, en fait. C'est justement diplômer ses étudiants. Et même Quentin Quire, alors que personne n'y croyait, on nous a fait tout un truc, on nous fait des rappels avec le début, Captain America qui revient, il pense qu'on va le refoutre en prison, tout ça, mais non.
Et aussi, on va justement finir cette intrigue sur le crapaud aussi. Qui, du coup, justement, est bien amoureux avec donc Paige, donc Husk, mais va finalement devoir partir de l'école quand même. Voilà. Pour moi, c'est deux numéros que j'aime énormément, en fait, tout simplement. Pour moi, ouais, il y a un creux où c'est un peu moins bien, justement, tout ce truc avec le cirque et tout ça, et pour moi, la fin, justement, revient à ce début très très efficace que j'aimais tellement. Puis t'as une conclusion. Ah oui, et t'as une conclusion qui est donc dans le futur, un futur qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la série, et donc du coup, c'est Vieux Logan qui s'apprête donc à fermer définitivement l'école. Et puis voilà, on voit avec Heidi et puis il y a Quentin Quire qui se ramène et qui lui ramène en fait des tonnes de nouveaux élèves à gérer. Parce que le travail d'éducation finalement n'est jamais fini. J'aime bien cette fin, c'est vrai que à la fois la remise de diplôme et puis du coup les parallèles entre le passé et le futur qui sont gérés par Aaron, je trouve qu'ils sont vraiment bien foutus. Et puis mettre le focus à ce moment-là sur Quentin, qui a vraiment, il a énormément évolué quoi. C'est ouf la progression qu'il a, le perso, c'est vraiment un truc de dingue. Et du coup, c'est assez, c'est dans le cœur de la thématique de la série en fait. C'est là où on comprend vraiment ce que Aaron a essayé de construire, même s'il l'a fait parfois de manière maladroite. Mais c'est vraiment là où finalement il nous ramène à l'essence même de sa série quoi. Et ça se finit donc sur Wolverine dans le présent, qui se dit qu'en fait ça fait un jour entier en fait qu'il a pas sorti ses griffes. Ouais. Ça, c'est pas mal. Passage. Ah non mais ce passage il est fabuleux je trouve. Et puis malheureusement ça se finissait en VO sur l'annonce de la deuxième série Wolverine and the X-Men, qu'on ne conseille pas. Déjà c'est Jason Latour donc on n'en parle pas. Et puis ouais non elle est pas bonne, elle est vraiment mauvaise. Il peut se passer des bons trucs avec la tour, mais juste celle-là n'est pas bonne. Ouais, non c'est pas pour ça que je disais qu'on parlait pas de la tour. Politiquement on n'en parle pas. Il y a trop de casseroles. Monsieur est un pointeur, donc les pointeurs, on n'en parle pas. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est quand même, c'est quand même l'aspect renouveau en fait qui peut donner au titre, quoi. Dire vraiment en fait, il y a un héritage en fait qui peut être cédé en fait, qui peut être pris à la suite de la série et de se dire bon en fait ouais on a les X-Men de demain quoi. Sauf que voilà, derrière on reste toujours avec notre bon vieux groupe d'origine et puis. Et je pense que cette série elle est pas tout à fait oubliée et encore actuellement justement avec le run de Hickman et tout ça, encore pas mal de choses qui font penser en fait. Le rôle de Quentin Quire est souvent mis en duo avec Wolverine. Ouais. Et très franchement, j'ai des grosses réminiscences à chaque fois. On a un peu le ton humoristique qu'on peut retrouver par exemple dans une série comme New Mutants et tout ça, où justement on retrouve certains personnages, que ce soit Globe, que ce soit Armor, enfin il y a plusieurs personnages comme ça qu'on retrouve, et même certains personnages comme par exemple High-Boy ou tout ça, en fait, se retrouvent dans d'autres titres à des rôles proéminents, genre par exemple dans X-Factor ou dans des trucs comme ça. J'en dis pas plus sur ce qui se passe, mais juste ils sont à des grands rôles en fait. Ouais. Hickman a réussi je trouve c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Ch'ti. Je trouve que Wolverine et X-Men ça montrait vraiment ce qu'aurait pu être le futur, la nouvelle génération des mutants, et ça aurait été très cool. Et pendant des années, du coup, ça a été un peu laissé foutu au placard. Voilà, on est revenu sur des trucs hyper classiques, Uncanny X-Men, les All New X-Men avec ses Original 5 qui ont duré beaucoup trop longtemps. Avant, ensuite, avec les X-Men Gold, X-Men Blue, X-Men Red, les mecs c'était Pokémon, c'était n'importe quoi. Et donc c'était vraiment problématique, et c'est vrai que Hickman par contre il arrive bien à reprendre ça en fait. Il nous remet les personnages classiques mais il nous les mélange avec des personnages nouveaux, et typiquement toi c'est vrai que tu dis il y a le duo Quentin Wolverine qui te donne des grosses vibes. Moi il y a Marauders qui me donne des grosses vibes Wolverine et X-Men pour le côté un peu
très feel Ouais, good. c'est Il y a... un peu différent, mais je vois ce que tu veux dire sur certains persos. Ouais. Sur certains persos, je trouve que le traitement est un peu équivalent, donc c'est vraiment essayer de pousser à chaque fois en avant les persos, donc c'est assez chouette pour ça. C'est juste dommage qu'il ait fallu attendre aussi longtemps et qu'il n'y ait que Hickman qui puisse avoir les coups suffisamment franches pour pouvoir faire ce qu'il veut, quoi. Mais ça, c'est Ouais, je pense que un autre débat. je pense que c'est une raison aussi de coup des franges, puisque très clairement, ça a été une galère. Les éditeurs ont été super chiants pendant toutes les années 2010. Mais clairement, enfin, tu vois, tu disais au début qu'en fait, ce titre, il arrivait un peu après des années où les X-Men c'était un peu chiant. Et, mais sauf que en fait, c'est redevenu chiant en fait les X-Men, et c'est vrai que c'est là Tout à fait. depuis qu'on a Hickman aux manettes, c'est redevenu intéressant. Et ouais, en fait, enfin voilà, on est. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Ch'ti, et je pense que c'est justement à cause de cette première période où c'est chiant et de cette seconde période qui suit après où c'est chiant, qui fait qu'on parle aujourd'hui de Wolverine and the X-Men tous les quatre. Et Ouais. c'est justement, je pense, ça qui lui a donné un peu son aura, on va dire, et bah, du coup, le fait qu'on l'ait choisi pour en parler aujourd'hui, je pense. Ouais, clairement, oui, de toute façon. Moi, je dis souvent de manière assez euh, ironique et trollesque que c'est la fin. S'il y a une série à lire pendant cette période-là des X-Men, c'est Wolverine et les X-Men, quoi. Tu peux lire en série périphérique Uncanny X-Force qui est très très cool, mais de Rick Remender, mais voilà. Si tu veux une série X-Men, tu lis Wolverine et X-Men, quoi. Tu lis pas les autres, quoi. Parce que les autres, c'était vraiment pas cool, quoi. Et avant et après, enfin. Voilà, comme Bendis, il a pas fait du bien aux X-Men, et puis tous les autres derrière non plus. Donc. C'est pas faux. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on va pouvoir répondre à la question qui nous anime tous, à savoir est-ce que Est-ce que les Wolverine canards ont des palmes? Non, c'était pas ça que je pensais, désolé. Ah, dommage. Je t'ai cassé ton fantasme, excuse-moi. Alors, à votre avis, on va commencer tout de suite par le râleur, parce qu'on connaît déjà sa réponse. Fred, est-ce que Wolverine and the X-Men, c'est un indispensable? Et non. C'est étonnant, dis donc. Non, alors c'est une lecture agréable, voilà, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Après, voilà, si le côté too much cartoon ne vous dérange pas, vous prendrez beaucoup de plaisir. Si pour moi, il vous faut un peu plus d'ancrage dans une crédibilité, ça va vous allez être désarçonné et vous aurez peut-être un peu moins de plaisir à la lecture. La multiplication des personnages, la multiplication des références, la multiplication des situations un peu what the fuck où on défonce un peu l'historique des personnages, m'ont gêné. Donc à vous de voir si ça vous gênera ou pas. Bah, merci pour ton avis. Ch'ti. Je sais pas, moi j'aurais tendance à dire que c'est un indispensable quand même, parce que déjà parce qu'en fait il laisse pas indifférent. Tu vois, donc voilà. Et le seul gros bémol, c'est vraiment ce début en fait qui est difficile, parce que la mise en place qui se fait, et puis bam, tu te bouffes l'Avengers versus X-Men, et c'est pas simple, mais après ouais, ça part, et voilà, ça manque juste d'X23, mais sinon voilà, tout est cool. Non, et puis enfin du coup ouais, après ouais, comme t'as dit, c'est le truc à lire sur cette période. Du coup ouais, c'est un indispensable en fait, parce que c'est ce qui s'est fait de mieux à cette période, et puis du coup ça amène plein de personnages. Je pense que c'est là où beaucoup de jeunes X-Men sont le mieux caractérisés en fait. Bon, SN Parode, on se doute de ta réponse, évidemment, mais vas-y. Justement, ça dépend en fait. Le problème, c'est le mot indispensable, tout à fait. Ouais. Et j'adore cette série, tout simplement. Je l'aime. Mais ça dépend ce que tu mets derrière indispensable. Si tu veux lire du X-Men bon et récent, oui. Dans ce cas-là, ça devient indispensable parce qu'il y a un manque.
Il y a des choses bonnes actuellement, mais il y a eu très clairement un très très long moment où ça a été très très compliqué les X-Men, et donc du coup de base en fait ça devient un des trucs les plus récents et qui est quand même super agréable à suivre. Après, dans tout le grand ordre des choses et du monde des comics qui est extrêmement vaste, est-ce que c'est indispensable? Voilà, c'est. Avancez-nous, dis-le, allez, avoue un petit peu. Tu vois, je suis plus partagé là-dessus et moi j'aime beaucoup. Après, je dirais que c'est indispensable moins. Ouais. Voilà. Moi, sur 20. Ah, mais de toute façon, je vais faire la même réponse que ESN. En fait, c'est comme dans l'épisode qu'on a fait précédemment sur Kill or Be Killed, ça dépend vraiment de ce que tu considères comme indispensable. Pour moi, dans la grande histoire des comics, non, c'est clairement pas un indispensable parce qu'il y a trop de défauts de construction, trop de trucs qui m'ont pris la tête à titre personnel. Donc non, clairement, c'est pas un indispensable là-dessus. Par contre, si tu le replaces dans le contexte de l'époque, oui, clairement, c'est un indispensable. Parce que c'est la seule bonne série X-Men à cette époque, donc c'est déjà pas du luxe. Et que c'est quand même une série qui est très sympa, malgré tous les défauts qu'elle peut avoir. Mais elle a quand même un sacré paquet de défauts. Et on va dire qu'au global, je vais pas la considérer comme une série indispensable. Parce que là, ma relecture m'a vraiment franchement cassé les couilles, quoi. Me taper le début qui est franchement long au niveau de la mise en place, me taper tous les Italian Avengers vs X-Men avant que ça décolle au bout du 3e tome, ça m'a bien gonflé, franchement. C'était vraiment pas le truc, quoi. Tome 1, tome 3, tome 4, et puis voilà, vous laissez tomber le tome 2. Ouais, mais même pas, parce que le tome 2, il met quand même en place des trucs par case, en fait. Ouais, je sais pas, non, je pense que tu peux le zapper. Ah, je suis pas sûr, hein, franchement. Ouais, je suis pas sûr, tu perds tout le truc avec le crapaud, justement. Avec le crapaud, avec... Ouais, avec Warbird, avec Kid Gladiator, enfin tu perds plein de trucs si tu lis pas le tome 2. Et c'est ça qui est encore plus chiant en fait. Warbird, il est pas nécessaire, il est intéressant, mais il est pas nécessaire. Bah, il est pas je pense plus au crapaud. Le crapaud, tu perds quand même des trucs quand même. C'est à ce moment-là que la graine est plantée. On n'a pas le choix, taper tout ou rien alors. Ouais, c'est ça pour moi. C'est pour ça que pour moi, ça peut pas être un indispensable. C'est une très bonne série, vraiment. Au global, je l'aime beaucoup. Malgré tous les défauts que je peux lui trouver, je l'aime beaucoup parce qu'elle a des good vibes, elle est cool, elle est fun, tout simplement en fait. Vraiment, je trouve qu'elle est fun. Mais pour moi, c'est pas un indispensable au global, quoi. Je sais que là, je vais pas la relire avec plaisir, quoi. Il faut la connaître cette série. Oui. Mais je fais ce que je veux, c'est moi le patron, donc. Non. Révolution. Je vais sortir. Mutinerie. Mutinerie. Non, mais lisez House of X et Powers of Ten, ça suffira. Ou lisez les Wolverine de Jason Aaron, même si je crois qu'on peut plus les trouver en VF. Ouais, puisqu'ils sont sortis qu'en omnibus, donc les omnibus n'en sont plus dispo. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Ça a été un vrai plaisir. Invitation. De rien. Bah, vous êtes membre du collectif, donc de toute façon, j'ai pas le choix que de vous inviter, j'ai envie de dire. Donc, c'est surtout merci d'être venu, quoi. Ça, je me voyais mal faire l'émission tout seul. Avant qu'on se quitte, on va faire un petit tour de table quand même. SN Parode, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme projet là sur ta chaîne? Bah du coup la dernière vidéo qui est sortie c'est 10 numéros en fait cool dans les années 2000 tout simplement, et bah j'ai essayé de sortir la deuxième donc tout simplement d'ici peu, et il y aurait peut-être aussi d'autres vidéos entre, mais je peux rien promettre parce que bah, la période est très compliquée et que bah, je fais passer la vie réelle avant le reste, malheureusement. Non, tu as bien raison, Oui, non, mais malheureusement pour du coup les personnes qui nous écoutent et qui, je pense, ne bénéficient pas des efforts que je fais pour ma vie réelle. Du coup, pour vous, malheureusement. C'est un peu moche de ta part, mais bon. Je sais. On voit le sens des priorités du gars, franchement. Bravo. Et toi, Fred, c'est quoi l'actualité de show? Alors, je suis un peu embêté parce que c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé C'était pour Identité Secrète, donc c'était il y a quelques mois. Je suis toujours sur le même projet, donc c'est un peu gênant. Bon, c'est pas grave, tu peux refaire un deuxième. Ouais, non, en fait, voilà. Effectivement, avec Shaw, on est toujours en train de travailler sur une vidéo sur les Avengers.
Mais voilà, ça prend du temps parce que, comme certains le savent, je suis en train de dessiner le deuxième numéro de Cochon Hulk. Mhm. Et C'est oui. la priorité parce que, bon, je dois le sortir là très rapidement pour les gens. Il y a des gens qui ont payé, donc Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en parallèle, je travaille sur un court-métrage de SF, donc c'est Ah. vrai que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de boucler le montage du show. ok. Bah écoute, Ouais. on Ça a a l'air déjà très hâte. intéressant. On a déjà hâte de lire Cochon Hulk, donc. C'est-à-dire que ça sera avant, parce que ça va faire un peu long, le temps d'imprimer, etc. Mais d'ici un mois, vous aurez ça dans vos boîtes aux lettres. Ok. Très 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 cool, très très cool. Ch'ti, c'est quoi les actualités niveau chronique? Est-ce que tu as de la review à teaser, des petits trucs? Ah, j'ai du boulot. Ah, je sais pas, moi je ne sais pas, je m'occupe pas du site, tu sais. Ouais, non, bah là j'ai pas grand chose de prévu. J'ai un peu d'Urban Kids à lire, mais pour l'instant j'essaie de mettre déjà de l'ordre. J'ai du mal depuis un an, je sais pas, j'ai du mal à placer mes priorités. Ce qui fait que ma fille lit plus vite que moi les bouquins kids que je peux avoir. D'accord, donc elle est embauchée. C'est ça. Non, mais du coup, il y a voilà, les titres Urban Kids récents qui devraient Quel âge elle normalement a arriver bientôt. Elle a 7 ans. Bon, bon, allez, tu la mets au boulot, voilà, en Chine. Ah bah c'est bon. Mais le taf de relecture et de correction va être encore un peu plus dur. Et sinon, je sais pas, j'ai peut-être un petit Cody aussi qu'il faut que je lise, elle m'a torché ça. Le temps que je bossais, elle m'a torché la lecture en 2-2, donc ça doit se lire bien apparemment. Et c'est assez cool vu qu'elle m'en parle encore. Donc voilà, peut-être que j'avance là-dessus. Et puis j'ai une équipe à fouetter et motiver pour des CLC aussi. Eh oui, les conseils lecture comics que tu chapeautes. Mhm. Il faut. Oui, tu as raison. T'as raison, Fred aime les coups de fouet. je vais essayer, mais je promets rien comme toujours. On est débordé sur lescomics.fr. C'est ça le bénévolat. Après, on a embauché là, non? Il y a des nouveaux, donc des nouvelles. Il y a des nouvelles. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire pour finir l'émission. On a en effet recruté 2 nouvelles chroniqueuses. Peut-être les entendrez-vous bientôt en podcast, soit via les CLC, soit via Indispensable. On a recruté Batsy de la caverne de Batsy, collectionneuse et grosse fan de DC Comics, mais pas que. Et puis on a aussi recruté Lamélis, qui est Instagrammeuse et qui donc nous propose bien les chroniques qu'elle fait sur Instagram lorsqu'elle concerne soit de la BD qui est un peu hybride entre les genres, soit du comics pur. Voilà, elle nous les propose sur le site. Donc n'hésitez pas à checker, puis à aller voir aussi du coup le compte perso Instagram de Lamélis. Elle fait des très très belles photos sur son Insta et c'est très très cool ce qu'elle fait. Bah écoutez, messieurs, sur ces bonnes paroles, nous allons nous quitter. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à nos flux. On est présent sur à peu près toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous noter aussi, à mettre des pouces, notamment sur iTunes et sur Google. C'est très important pour notre référencement, pour que d'autres personnes écoutent ce podcast. Voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à le partager et n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes lescomics.fr et on parle de comics sous toutes ses formes, en vidéo, en podcast et à l'écrit. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. Salut à tous.